Le 17 avril 2011 commençait une longue et marquante histoire pour cette génération, peut-être pour les prochaines aussi. Ce lundi 20 mai, cette histoire arrivait à son terme. Et oui, comment ne pas parler de la série culte depuis déjà des années quand le monde entier ne parle que de ça. J'ai bien sûr nommé Game of Thrones, ou Le Trône de Fer pour son titre français. Mais on n'est pas là pour spoiler, revenons à la genèse de cet univers. Dans les années 80, un certain écrivain, George R. Martin, déjà primé quelques fois pour ses romans et nouvelles comme Le Volcrine ou Les Rois des Sables, se lance dans l'écriture pour la télévision, dans les séries La 5e Dimension et La Belle et la Bête. Il continue son travail de scénariste jusqu'en 91 où, las des limites imposées par la télévision, retourne à la littérature avec pour projet d'écrire de la fantasy, comme J.R.R. Tolkien qu'il admire. Petit à petit, chapitre par chapitre, A Game of Thrones, premier volume d'une saga dont il souhaite faire 6 romans, apparaît en 96 et remporte le prix Locus du meilleur roman de fantasy. Avec Clash of Kings en 1999 et A Storm of Swords en 2001, eux aussi lauréats du prix Locus, le succès de la saga commence à s'imposer et A Feast for Crows, le 4e volume, vient se classer dès sa sortie en 2005 à la première place de la New York Times Bestseller List. George R. Martin rencontre alors des problèmes d'écriture pour la suite, notamment à cause d'un univers trop large avec trop de sous-intrigues, et il annonce que la saga sera finalement constituée de 7 tomes, chacun décomposé en 3 ou 4 volumes, et de nombreux lecteurs commencent à se plaindre de l'attente annoncée avant les prochains tomes. Mais, en 2017, l'avenir de cette saga prend un tournant. C'est la chaîne américaine HBO, convaincue de la solidité d'un tel univers, qui acquiert les droits pour Game of Thrones et confie à David Brett Weiss et David Benioff l'écriture et la production d'un épisode pilote, avec Tom McCarthy à la réalisation. Ce premier pilote est rejeté, McCarthy est viré, et remplacé par Tim Van Patten qui signe alors l'épisode 1 que tout le monde connaît, Winter is Coming, diffusé le 17 avril 2011 aux États-Unis. À peine 2 jours après, HBO commande déjà une saison 2, et au vu du succès grandissant de la série à l'international, HBO n'hésite pas à produire les saisons 3, 4, 5, 6, 7 et 8 jusqu'en 2019, plus précisément jusqu'à avant-hier pour son grand final. Oui, son grand final alors qu'il manque encore 2 tomes à publier pour George R. Martin. En fait, la série ne suivant pas chronologiquement les livres, c'est depuis la saison 5 qu'apparaît du contenu original du pas écrit par George R. Martin. La rumeur veut que l'écrivain se soit entendu avec les scénaristes pour que les 2 œuvres convergent vers une même fin, mais les fans se montrent avec les dernières saisons de plus en plus mécontents du chemin pour y arriver. Mais en fait, ça raconte quoi ? Eh bien, si vous avez vécu en marge de la société ces 8 dernières années, bon, je rigole bien sûr, mais c'était vraiment compliqué de pas en entendre parler, Game of Thrones, c'est en gros des rois, des reines, des familles, un royaume divisé et surtout un trône à conquérir. De la fantasy comme il en existe plein ? Oui et non aussi. Game of Thrones a offert une vraie maturité à la fantasy. On évolue dans un univers logique, la multiplicité des personnages ainsi que leur développement permet une multitude d'intrigues, de sous-intrigues, de coups bas. On n'a pas une simple opposition bien, mal, mais des conflits d'intérêts, chacun pour sa pomme, chacun pour le trône. Et justement, la série ne met pas en valeur un personnage principal ou un groupe unique, mais rend tous ses personnages principaux, et là commence le jeu du trône, qui finira dessus. On choisit un préféré, il devient fou, on parie sur un autre, il meurt, et là ça fuse sur les réseaux sociaux entre haters, spoilers et théoriciens. Il est devenu impossible de vivre sa petite série tranquillement dans son coin, sans voir un mème qui ridiculise nos personnages préférés, sans qu'un pote qui se souvient de tous les détails détruise nos théories ou évoque un truc qu'on aurait préféré oublier. Et la surprise est ratée. Depuis des années donc, Game of Thrones connaît un succès monstre, succès duquel elle est victime, très souvent cible de colibés. Et cette année, après avoir entendu 2 ans l'ultime finale, ça a pas loupé, Internet est déchaîné. Mais bon, ça y est, c'est la fin, enfin celle de la série du moins. On devrait vachement moins saouler ceux qui ne regardaient pas, on devrait vachement plus penser à autre chose et sculpter votre... Pardon ? Un spin-off ? Et allez, c'est reparti. Bref, cette histoire durait depuis en fait bien plus de 8 ans, et pas sûr qu'elle soit terminée lundi. C'était le moment hiver interminable, il est maintenant temps de passer à notre émission de Cinéma Show. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world.
bonjour et bienvenue dans The Cinema Show, épisode 33. Émission spéciale car comme vous pouvez déjà l'entendre, ce n'est pas Simon qui la présente. Avec moi ce soir pour revenir sur l'actualité cinéma, Nina, Blanche et un nouveau venu, Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ensemble, nous allons débattre de 3 films, Pokémon Détective Pikachu de Rob Letterman, Douleur et gloire de Pedro Almodovar et The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Le quiz et la carte blanche seront au programme, mais avant ce bien beau programme, on débute avec les news de la semaine. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Au sommaire, le mercato de la semaine, la fin de 2 grandes séries, Avengers détrôné, ah bon, et un étrange remake, c'est parti. Ah, et notre point Cannes aussi. Côté mercato cette semaine, Robert Pattinson est annoncé pour être le prochain Batman de Matt Reeves. Alors, est-ce qu'il y a des réactions déjà par rapport à ça, Robert Pattinson au Batman ? Il n'est pas annoncé. Il est dans les favoris. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font « Oh non, le prochain Batman, c'est impossible ». Mais en fait, on ne sait pas, rien n'est sûr. Alors, il y a 2 jours, il était quand même annoncé pour être... il me semble. Ah ouais ? Ouais, il est dans les préférés, mais il n'est pas annoncé, il n'a rien signé. C'est pas mal, non ? Je regarde absolument pas Batman, mais je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, Robert Pattinson Batman ? Ouais, ça irait bien. Les rares choses dans lesquelles j'ai vu, c'est Twilight et High Life. Bon. Ouais. Non. Mais c'est un bon acteur quand même. Dans High Life, c'est le seul point positif. Enfin bref, sinon avant-hier, M. Night Shyamalan a annoncé commencer un nouveau film avec, pour le citer, un petit côté science-fiction tordu. Alors moi j'aime bien M. Night Shyamalan et science-fiction, ça peut être un vrai truc cool. Est-ce que vous avez des réactions ? Non, pas plus que ça. Je regarde pas. Tu regardes pas, tant pis. Non, moi j'ai hâte, dès qu'il prévoit un film, moi j'ai toujours hâte de voir ce qu'il va faire parce qu'il étonne quand même presque à chaque fois. Presque à chaque fois, c'est vrai. Sinon côté fortune, Avengers Endgame grappille encore quelques 30 millions de dollars et prend la 2e place devant Avatar au box-office US avec 771, c'est où la suite, millions au total. Il est toujours 2e derrière Avatar au box-office mondial, mais ça devrait pas trop tarder. Cependant, Avengers n'est plus en tête du box-office de la semaine, détrôné par John Wick Parabellum. C'est quoi ? C'est John Wick 3, c'est avec Keanu Reeves et c'est... Ah, Keanu Reeves, oui. Qui casse ça, je connais, voilà. Keanu Reeves. C'est ça. Qui casse du méchant. Comme d'habitude, non ? En gros, c'est un film d'action avec Keanu Reeves. C'est ça. Il y a vachement d'action dans celui-là, il paraît. Et donc, John Wick Parabellum qui réalise le 4e meilleur démarrage de 2019 avec 57 millions de dollars en une semaine. Autre news, donc depuis mercredi dernier, comme je le disais, Game of Thrones s'est terminé, mais ce n'est pas la seule série. Il y a aussi Big Bang Theory, dont le final a été diffusé jeudi. Est-ce que vous avez des réactions sur mes parents sont en deuil. Je leur passe un petit coucou. Pour Big Bang Theory ou Game of Thrones, ou les deux ? Non, Big Bang Theory, ouais. Mais il paraît que le final n'est pas non plus terrible. Voilà, ah ouais ? Un peu décevant, selon eux. Hein. Bah, apparemment, l'audience n'était pas autant qu'espéré. Ah ouais ? Ouais, ils ont eu 3 fois moins que Friends, bon, en même temps. Oui, mais c'est pas la même époque. C'est ça. Sinon, on est à la génération des remakes, mais ça, on ne s'y attendait pas. Un retour dans le passé en musique, le premier opus de Retour vers le futur aura droit à une réadaptation en comédie musicale dès février 2020. Annoncée pour l'instant en Angleterre uniquement, elle pourrait, en fonction de son succès, être exportée à l'international. Donc un spectacle, pas un film. Pas un film, un spectacle. Non. Énorme. Une comédie musicale de Retour vers le futur avec, curieux de voir ça, hein. Avec les morceaux iconiques, avec il y a Robert Zemeckis, il y a Bob Gale, le scénariste, et le compositeur Alan Silvestri, qui sont apparemment directement impliqués dans le projet, la composition de la comédie musicale. Il y aurait tous les morceaux qu'on entend dans le film et de l'inédit, bien sûr. Ouais, bon. Pourquoi pas ? Moi, je veux voir Doc chanter, hein, c'est mort. Tu veux voir Doc chanter ? Comment les acteurs Les vrais acteurs. Ouais, je pense qu'ils sont plus... déjà, il a Parkinson, hein, Marty, depuis 30 ans. Ah. Ça n'intéresse personne, mais je le dis comme ça. Et sinon, ça va être le début de notre point Cannes. Donc, on va écouter nos envoyés spéciaux Raphaël et Marie. Déjà ? Mais jingle. C'est cru, on en prend plein la gueule. C'est un film qui est lamentable, insoutenable. Vraiment de la merde. C'est un vrai film de cinéma, un film qui sur la forme est extrêmement abouti, qui bouleverse profondément. Allô, Raphaël et Marie ? Oui. Ah, vous êtes là. Ah, très alors, bien, parce que j'entendrai pas très bien. Comment ça se passe dans le sud-est ?
Bon, très bien, écoute, on est sur une température un peu moins chaude qu'hier, puisqu'il y avait Tarantino. Quoique, tout à l'heure, il n'y a même pas 5 minutes, il y avait DiCaprio sur le tapis. Alors, Qui joue pas du tout dans le prochain film de Tarantino. N'oublie pas que Vincent te parle et que Vincent ne veut rien savoir sur Tarantino. Oui, il le sait. Mais alors... Est-ce que j'ai cité Tarantino ? Tu as dit Tarantino, oui. C'est impardonnable. J'ai rien dit d'autre dessus. Et du coup, alors vous avez quasiment tout vu de la sélection officielle, c'est ça ? Ouais, alors tout vu, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que la Almodovar dont vous allez parler ce soir, on l'a un peu raté. On peut le rattraper samedi, mais ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, comme il est en salle, c'est pas grave. Mais oui. Sinon, on est sur un sans faute, sauf le film Les Siffleurs, qu'on a raté. Mais bon, d'après la presse, il n'a pas des très bons retours. Il n'y a aucun journaliste qui lui met une palme d'or. Donc finalement... Oui, mais il paraît que sinon le reste c'est incroyable. Hein. Ah. Comment ? Le reste, il paraît que c'est incroyable. Oui, c'est vrai qu'on est face à une excellente compétition. Alors moi, j'en ai fait 3. Il me semble que cette année, c'est une excellente édition, finalement. Après, chaque année, j'ai pas tout vu non plus. Expert qui parle donc. Mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel. 10 sur 10, Raphaël ? 10 sur 10 par rapport à quoi ? 10 sur... Parasite. Ah oui, Parasite. 10 sur 10. Mais après, je suis pas la seule personne à avoir mis avoir autant glorifié le film. C'est vrai que quand on l'a découvert hier, on avait essayé de tenter le Tarantino, donc c'était un peu une journée de merde parce que c'était impossible d'aller le voir. Même les séances presse, tout était plein. Et du coup, la séance de la journée, c'était Parasite de Bong Joon-ho hier. Donc c'est vrai qu'on attendait un peu beaucoup dans le sens où ça prenait un peu le relais de Tarantino dans la compète. Sauf que voilà, il a placé la barre tellement haute. Bong Joon-ho, le Tarantino, on l'a vu ce matin, mais franchement, Parasite, c'est bien au-dessus, à mon sens. C'est du très neuf, c'est-à-dire que je sais pas si vous connaissez bien la carrière de Bong Joon-ho, mais il essaie de tenter un peu tous les genres et de toujours trouver une petite graine d'originalité dans tous ses films. Là, c'est vrai qu'il est dans quelque chose qu'on avait rarement vu. Ça s'approche un peu de la Palme d'Or de l'an dernier, donc une affaire de famille avec quelque chose d'assez familial. Et c'est vraiment très drôle. Vraiment, j'ai jamais vu autant un public rigoler pour un film en compétition. Donc voilà, c'est très marquant. Enfin, j'ai pas envie de vous en dire plus parce qu'il sort assez vite, je crois. Les gens avaient pas rigolé pour The Dead Don't Die ? En vrai, le film avait moins provoqué de rire que le Parasite de Bong Joon-ho. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être pas le même humour. Ouais, c'est pas tout à fait le même humour. Voilà. C'est-à-dire que on est face à il y a plus de gags, on va dire, et c'est moins de comment dire, des vannes des fois avec des références. C'est plus accessible. Ça aussi, c'est important pour le film Parasite. Je sais pas si ça lui donne un avantage ou pas, mais je pense que on peut amener n'importe qui, même un non-initié au cinéma de genre ou quoi, il sortira avec la banane et ce sera éclaté. Donc c'est vraiment un film qui a, en plus, il y a un rythme de folie. Enfin, vraiment, on s'ennuie à aucun moment. Alors qu'il fait quand même 2h12, je crois. Donc vraiment, c'est assez exceptionnel. Mais du coup, vous avez vu mon compte Sens Critique. Oui, bah moi, tu sais que je le suis toutes les semaines. Et du coup, c'est ton préféré de la sélection ? Exactement. Ouais, c'est mon préféré. En fait, il est passé devant Les Misérables que j'avais vu en première journée. Et ouais, depuis vraiment, mais je pense même qu'on peut pas faire au-dessus parce que je pense que vraiment de tous les films que j'ai vus au Festival de Cannes en 3 ans, c'est celui qui m'a le plus marqué. Donc. Et le Terrence Malick ? Terrence Malick aussi. Alors là, j'étais sur le cul. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas Jonathan, qui est un grand fan de Terrence Malick, parce que à chaque fois, je criais dessus, je critiquais un peu le Malick de l'année, parce que bon, c'est vrai que ces dernières années, il en sortait tout le temps trop, j'ai envie de dire. Après, là, c'était vraiment son film, son film narratif. Enfin une bonne idée, donc c'est-à-dire que le film fait 3 heures, mais on s'ennuie pas du tout. Je sais pas si vous avez entendu parler un peu de l'histoire du film. Non, pas absolument pas. C'est un film un peu historique, on va dire, qui parle des nazis et surtout aussi de la rébellion, en tout cas d'une personne en particulier. Je n'ai pas envie d'en dire trop. N'en dis pas côté trop. Martyr. Flo me dit que c'est un martyr. Et donc voilà, c'est un film sur la rébellion, mais vraiment très personnel, et en même temps je trouve que c'est très lié au style de Terrence Malick, alors que les films qu'il avait fait les années dernières, c'était vraiment inintéressant. Donc, voilà. Carrément. J'ai spoilé ?
Ah, je crois que vous parliez d'un truc. Ah, j'ai eu peur. Ouais, parce que j'ai mes collègues à côté de moi, attention. Hein. Ils peuvent vous donner... Et du coup, l'heure préférée d'ailleurs Ah oui, votre préféré du coup chacune. Parasite pour les deux. Parasite pour les deux. Et juste, alors, vous allez voir Mektoub My Love Intermezzo. Vous êtes allé le voir ou... Non, Mektoub My Love, il est demain. Ah, il est c'est vrai qu'il faut se chauffer. En fait, le film commence à 22h et finit à 2h du matin. Ouais. Bon, il dure que 4 heures, ça va. Ouais, ça va. Mais le problème, c'est que niveau bus et tout, ça peut être compliqué. Donc, vraiment. Mais pourquoi ils le placent à cette heure-là? Ils n'ont pas fait une navette événementielle, Mektoub My Love. En fait, le lendemain, ils le placent à 8h. On finit à midi. Et en fait, non, c'est Florian qui me fait rire. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un film, je sais pas, j'ai envie de le voir, mais en même temps j'ai un peu peur parce que j'étais le seul à avoir défendu le premier. Mais d'ailleurs c'est assez rare d'avoir des suites au Festival de Cannes, et là cette année on en a pas mal. On a donc le Club de Louche aussi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une suite, bon elle est en compétition. Et il y a aussi Jeanne de Bruno Dumont, qui était aussi attendue parce que quand même c'était un film, bon, on se posait beaucoup de questions sur Jeannette parce que Jeannette c'était un peu une purge. Et là du coup sur un film de 2 heures, il nous fait quelque chose d'assez révolutionnaire avec vraiment des acteurs amateurs au début du film, puis après ça part avec des scènes musicales, c'est assez fou. Je vous le conseille quand il sortira, pardon. Et aussi je voulais aussi vous parler du Christophe Honoré. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu, j'ai aussi pris une photo avec Jesse Eisenberg. Ah oui. On l'a vu. Non, parce qu'en fait il est Jesse Eisenberg est allé voir le film de Christophe Honoré, Chambre 212. Donc il était accompagné de Félix Moati, parce qu'ils vont jouer dans un biopic sur le mime Marceau qui est pas présenté à Cannes, mais je sais pas pourquoi. Du coup ils étaient potes, ils étaient tout le temps ensemble. Et donc c'est un film de Christophe Honoré qui est avec Carole Bouquet, Chiara Mastroianni, Camille Cotin, Vincent Lacoste, Benjamin Biolay, un gros casting, un certain regard. Et c'est un film vraiment qui a eu des super retours, même nous de notre part, c'est vraiment extrêmement drôle. Alors l'an passé il avait présenté Plaire, aimer et courir vite, c'était un peu pas drôle, c'était un peu sous l'en vraiment mauvais comparé à Chambre 212, et là c'est quelque chose, bon on reste sur un film assez très parisien et tout ça, mais c'est vraiment hilarant, et il y a de la mise en scène qui met sur le cul, parce que vraiment je suis assez surpris de voir ça de lui maintenant, parce que j'avais peur, parce que son dernier gros film c'était un peu les chansons d'amour, donc voilà. Là c'est vraiment un excellent film. Est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres films? Ah non, juste moi je voulais savoir pour Jeanne, est-ce qu'il faut avoir vu Jeannette? Pas forcément. Non, pas forcément. Et franchement, je vous conseille pas forcément de le voir du coup, parce que. Ouais, il paraît. Non, c'est pas du tout une nécessité, et je trouve qu'on résume bien ce qui se passe dans Jeannette au début de Jeanne. D'accord. Tant mieux. Très bien. Et le nouveau Ken Loach du coup, Sorry We Missed You. Oui, Ken Loach. Ken Loach fait du Ken Loach. Un peu pareil avec les Dardennes. Mais alors, est-ce que je l'ai. Voilà. Parce que du coup, justement, il gagnait sa palme un 22 mai. Ken Loach est bien au-dessus des Dardennes. Ça, vraiment, je voulais pas non plus faire d'amalgame. Non, c'est un film assez bien rythmé. Comment? Tu parles du genre, en fait. Juste. Non, pas du genre. C'est-à-dire que le Jeanne Hamed est vraiment extrêmement mauvais. Je vous le dis clairement. Ah bah super, c'est le film de la semaine prochaine. Ah non, mais on est clairement sur... Alors j'avais mes petites critiques sur le Jeanne Hamed. Est-ce que je la retrouve pour vous en parler peut-être un peu? Voilà, merde. Ouais, c'était la première plantade du coup du festival. C'est assez malaisant, assez mal joué alors que les acteurs sont amateurs. C'est surtout vraiment sur la deuxième partie du film, sans rien vous révéler, c'est très mauvais. Enfin, ça part n'importe comment et très vite. Enfin, voilà. Et surtout le point de vue, enfin l'angle trop neutre et sans contexte du film est assez malaisant, dans le sens où on sent que vraiment que c'est un film de blanc sur la radicalisation, c'est-à-dire que c'est vu sans non plus d'analyse sociale ou quoi. Enfin vraiment ça vient un peu comme ça et c'est pas justifié. Sinon le Ken Loach, du coup, puisqu'on parlait de film social. C'est vrai. Le Ken Loach, donc c'est un peu dans la lignée de Moi Daniel Blake. C'est vraiment très bien rythmé, et moi j'ai été convaincu par les acteurs. Alors
pas tout le monde apparemment. D'ailleurs, on a vu les acteurs après le film qui mangeaient au McDo. Ça, c'était assez sympa, et c'est en raccord avec le film de Ken Loach finalement. Et non, sinon c'est vrai que le gros point noir du film, c'est un peu le grand méchant qui fait penser un peu à celui d'une série pour enfants. C'est un peu mal écrit là-dessus, mais sinon vraiment, moi j'ai bien aimé, j'aime bien le style Ken Loach, mais je trouve que c'est pas non plus le film qui va avoir une palme ou un prix. Enfin, je le sens pas. Pour l'instant. Non, et puis c'est voilà. trop récent. Est-ce qu'on peut parler du Tarantino ou pas? Alors, vous pouvez en parler dans 5 secondes, on est deux à se boucher les oreilles et puis vous parlez avec Blanche et Nina. Attends, juste pour info, c'est qui se bouche les oreilles à part toi? C'est Mathieu, le nouveau... C'est moi, oui. Ah, enchanté. Enchanté. Allez, vous en. Hop. À vous. Vas-y. Alors, le Tarantino, bon, avec Flo, on est sorti assez... Enfin, moi, j'ai adoré la performance des acteurs. Je vais pas les citer non plus parce qu'on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Si c'est les oreilles sont mal fermées. On les connaît. Voilà, la performance est assez folle. Il y a des moments vraiment très très drôles et très action, et ça c'est toujours satisfaisant de la part de Tarantino. Après, le souci c'est vraiment la narration du film. C'est la narration qui se perd et tout. Normalement, il y a une narration assez bonne chez Tarantino avec des chapitres et tout là. Et je trouve qu'il y a vraiment un problème de narration, et en tant que spectateur, on sait pas où se mettre pendant 1h30. Donc c'est assez bizarre. D'accord. Pendant 1h30, on sait pas où le film va. Oui, parce que il dure combien de temps? 2h40. D'accord. Ah oui, mais donc franchement, il passe bien. En fait, le film, j'aurais aimé qu'il fasse 4 heures pour connaître plus les tenants et les aboutissants de l'histoire, puis construire tout ça. Voilà, Flo me dit que le début aurait pu être meilleur, mais... Tu crois que c'est dû au fait qu'il était à la bourre pour être au festival? C'est ce que me disait aussi Marie, mais moi je pense pas, parce que je pense qu'il avait écrit comme ça, mais c'est pas dans ses habitudes, comme tu l'as dit. C'est assez drôle, parce que du coup tu dis ça sans avoir vu le film, mais on a vraiment cette impression-là. Enfin, je vous laisserai découvrir, il sort en août, mais c'est vrai que sur la deuxième partie du film, on a vraiment cette impression de rush un peu. Donc ouais, ça peut un peu, ça peut être justifié par ça, mais moi je pense pas. Ça paraît un peu gros quand même. Okay. Mais sinon, autre film, en parlant de Tarantino... Ah, attends, en parlant de Tarantino, oui, vas-y, non, c'est bon. Non, c'est juste que... Non, mais c'est bon, ils peuvent... c'est pas grave. En tout cas, c'était marrant de voir juste les réactions de Blanche et Nina qui haussaient les sourcils. Non, parce qu'en fait, on est allé voir le Lac aux oies sauvages de Jai Yinan, donc le réalisateur qui avait eu l'Ours d'Or pour Black Call en 2014. D'accord. Et en fait, on était à 3 rangs de Tarantino, parce qu'il était... c'est assez drôle d'ailleurs de voir des réalisateurs qui sont en compétition, qui vont voir les films. Et voilà, c'était un polar chinois, bon, assez... Moi, j'ai bien aimé, parce qu'il y avait pas mal de scènes d'action, mais pourquoi pas? Il a un prix de la mise en scène, je sais pas. Ah ouais, clairement. Ouais, moi, j'ai bien aimé. Enfin, après c'est assez étrange d'avoir autant de gore et tout dans un film de compétition, mais bon, j'ai l'impression que cette année, c'est un peu la ligne directrice, d'avoir un peu de gore. Parce que dans tous les films, il y en a un peu. Cool. Voilà. Et vu que... C'est vrai, on va parler de... Ah mais non, mais vous l'avez pas vu. Non, pardon. Oui, vas-y. Non, rien. Dites-nous. Non, mais rien, ça marche pas. C'est ce que je voulais dire, donc non. Tant pis. Ah non. Et est-ce que vous avez participé à la Carioca ou pas du tout? Non, malheureusement non. Mais vous l'avez filmé? Vous l'avez filmé, non? Non, en fait, on a retransmis, Ah super, d'accord. J'ai cru que c'était vous qui filmiez. Ah sinon, on a vu la série de Refn. Mais, ah oui, alors. Alors, je sais pas comment on dit. C'est du Refn. Est-ce que c'est Darius Conjé la photo sur celui-là? Je sais pas. Non, ça a changé. Parce que la photo est vraiment assez folle. Enfin, toujours, de toute façon, chez un Refn. Après, on a vu l'épisode 4 et l'épisode 5. On était un peu perdus au début du 4. Mais l'épisode 5 est extrêmement drôle. Il y a l'écriture des dialogues est assez bien réussie. Enfin, je savais pas qu'il écrivait aussi bien. Par contre, ça c'est un gros problème des films de Refn. Je sais pas si vous avez ce problème avec son écriture aussi, c'est que les dialogues, par exemple, c'est des personnages qui vont se parler et ils vont se répondre au bout de 10 secondes, donc voilà, c'est un peu chiant. Ou sinon ils vont pas parler, et l'acteur principal du coup était là, Miles Teller, assez charismatique dans son rôle, et c'est assez proche de ce que fait Ryan Gosling dans Drive. Flo me fait rire avec l'affiche du prochain Depardieu. Ah oui, on a vu ça. Ah ouais, moi, vraiment, hier, je me suis tapé 2 fois à cause de ça. Qui jouera donc dans un chien dans un film, c'est ça? Pas non, voilà. Non, mais... franchement, c'est un film, une série de 13 heures, je crois, et qui
qui est assez drôle dans son genre, et on est assez curieux de voir le début parce que il nous a laissé ça un peu comme une bombe, c'est-à-dire on ne savait pas où on était. Enfin bref, c'était un peu un teaser, voilà, pour savoir pourquoi on est à ce moment-là de l'histoire. Voilà. Ok. Très bien. Oui, on est là. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? Est-ce que vous avez d'autres expériences incroyables? Marie, je sais pas où j'en parle avec toi, parce que elle a un de ses petits foufous, voilà, dans la compète. C'est Portrait de la jeune fiancée. Ouais. Ah oui. De Céline Sciamma, donc qui est un film qui a eu beaucoup de critiques positives. Alors c'était assez bien de voir aussi une montée des marches entièrement féminine, la production, la réalisatrice, les actrices, tout ça. Donc c'est un film romantique sur la peinture, un film historique un peu, avec des actrices donc talentueuses. Il y a Noémie Merlan et Hélène. Alors c'est très poétique, mais personnellement j'ai été un peu hermétique à l'histoire. Je sais pas si Marie, tu veux dire un petit mot sur le... Non mais voilà, c'est un film assez beau, mais j'ai pas pu vraiment rentrer dans le film. Mais en tout cas il est considéré par la presse comme un favori pour un prix en tout cas. Donc pourquoi pas interprétation pourquoi pas féminine. grand prix, interprétation, ouais. C'est vrai qu'interprétation pour Adèle Haenel ou Noémie Merlan, ce serait le bienvenu. Ou les deux. Ou les deux, ouais. C'est vrai qu'ils font souvent ça. Ouais. Mais voilà. Après, on avait plein de films. Je sais pas. Ah, le Dolan, ouais, on est sorti du Dolan tout à l'heure. Non, mais je l'ai plus en tête. Carrément. Non, en fait, après le Tarantino, on a enchaîné avec le Dolan tout de suite. C'était assez galère niveau timing, mais ouais, c'était assez bien. C'est vrai que c'est assez difficile. J'ai pas réfléchi depuis, mais le film a énormément touché comme ce que fait Dolan d'habitude. Après, c'est dans la veine de ce qu'il a fait. Il y a pas de surprise, mais il y a pas non plus d'élan de nouveauté. C'est un peu dommage, mais sinon vraiment ça fait le café, j'ai envie de dire. Et quand on sort du film, on est vraiment ému, et en plus voir Xavier Dolan aussi ému à la fin de la présentation. Voilà. Il y a eu une standing ovation de au moins 10 minutes, donc vraiment c'était assez beau, et voilà. Et en plus il joue dedans, et donc ça c'est vraiment assez cool. J'aime bien les films de Dolan dans lequel il joue. Je trouve qu'il est assez convaincant en tant qu'acteur, et pourquoi pas prix d'interprétation masculine. Ah, je m'avance. Voilà. Est-ce que je passe le téléphone à d'autres? Flo, Marie. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment allez-vous? Mal. Bien, toi? Ah, comment ça se fait? Pourquoi mal? Non, mais il n'y a que Blanche qui va mal. Ah, mais Blanche, ça va aller, t'en fais pas, je suis avec toi. C'était de l'humour. Alors dis-nous. Dis-nous tout. Eh ben, elle dit, Raph a beaucoup dit déjà. Écoutez, moi, comme il vous l'a dit, oui, bah, il est en train de me pointer un film qu'il n'a pas parlé. Ok, je vais en parler. Raph, c'est bon. On a vu également La Belle Époque de Nicolas Bedos, voilà, qui était présenté hors compétition, et qui était, ma foi, assez sympathique, même si, a priori, d'après ce que j'ai entendu, son précédent, c'était Monsieur Ladelman, était beaucoup plus abouti, mais quand même c'était un petit feel-good movie, j'ai envie de dire, avec des acteurs qui étaient assez bons dans l'ensemble. Il y a Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, donc un bon casting français. Daniel Auteuil que j'aime pas d'habitude, que je trouve qu'il joue très mal, l'a très bien joué, donc j'étais assez surprise. Donc voilà, Raph à noter, c'est un peu le grand bain de l'an passé en fait finalement. Oula, carrément. Absolument. Bah, c'est un peu le même type de film, avec un casting français assez développé, un film qui rend heureux, quoi. Donc c'est à peu près ça, voilà. Écoute Raph, dans tes films, il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, que je parle peut-être... Il est en train de me dicter ce que je veux dire. Oui, on a vu aussi Un certain regard, pour le coup, Les Hirondelles de Kaboul, du coup de Zabou Bretan et Eléa Gobé-Mevelek. C'est un film d'animation sur la charia en Afghanistan, qui était extrêmement beau, extrêmement poétique, très 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 intéressant, mais très dur aussi. Et ça fait du bien de voir l'animation déjà dans une compétition importante comme Un certain regard. Je suis pas sûre que ça a déjà été présenté, ou peut-être, je sais pas. Et l'animation, c'est vrai que ça permet d'aller beaucoup plus loin que l'image réelle, donc c'était un très bon choix pour raconter cette histoire. Je crois que c'est adapté d'un livre
Et au casting, voix française originale, soit Marlowe, Michel Jonas, bizarrement. Donc un casting assez éclectique, mais qui passe bien. Et il se marre en face de moi, mais ça passe bien. Donc voilà, des bons films, pour le coup. Et que me dis-tu, Raphaël? Le Claude Lelouch, absolument, le Claude Lelouch, les plus belles années de notre vie. C'est pas les belles années d'une vie, plutôt, Raphaël? Ouais, voilà, exactement. Les plus belles années d'une vie, du coup, de la suite d'Un homme et une femme, que nous n'avions pas vu, personnellement. Donc, on était moins, comment on pourrait dire ça, moins nostalgique que ceux qui ont pu voir Un homme et une femme, mais quand même, c'est un assez bon film, très éclectique dans sa réalisation et dans son esthétique. En fait, Claude Lelouch tente beaucoup de choses dans ce film. Il teste des nouvelles technologies, il teste des nouvelles techniques de montage. Et en fait, même si c'est pas le film de l'année, je trouve qu'il passe assez bien. Même si on n'a pas vu Un homme et une femme, on en ressort assez nostalgique. Donc c'était très émouvant. Claude Lelouch était émouvant dans son petit discours de fin aussi, et de voir ces grands acteurs français encore debout à Cannes, ça fait plaisir. Donc voilà, on était contents de voir ce film. Et donc comme il vous l'a dit, moi en vrai mon préféré de toute la compétition pour l'instant, c'est Parasite, pareil comme eux, parce que vraiment il était exceptionnel. On est ressortis tous très emballés. Et ça avait l'air partagé par le public, c'est ça? Ah oui, c'était incroyable. L'ambiance des salles, en plus nous c'était dans une salle presse, donc pas le Grand Théâtre Lumière, mais à côté, et l'ambiance apparemment était pareil. Enfin, ça applaudissait à certaines scènes, pendant le film, ça riait, à la fin ça a applaudi énormément alors qu'il n'y avait pas d'équipe dans cette salle-là. Enfin, c'était incroyable cette ambiance, et effectivement c'est un film exceptionnel. Il est excellent, on ne trouve pas de défaut à redire. D'après nous, il n'aura quand même pas la Palme d'Or parce que c'est un style beaucoup trop éloigné de ce qui est donné actuellement, mais on aimerait que ce soit une Palme d'Or. On aimerait en tout cas. Et oui, du coup, Portrait de la jeune fille en feu, que j'ai personnellement adoré parce que c'est rare de voir des films historiques avec un casting entièrement féminin et avec un propos féministe de cette portée. Donc c'était extrêmement intéressant et très poétique. Et du coup, le Dolan, que moi j'ai absolument adoré parce que j'aime énormément la filmographie de Xavier Dolan. Et là, il revient à ses fondamentaux, un peu à sa volonté de montrer la simplicité, de montrer la jeunesse, des histoires qui peuvent paraître banales et qui sont extrêmement émouvantes. Et j'étais très heureuse d'assister à ça, surtout qui était présent dans la salle et qu'il a été très ému de cette séance. Donc c'était un très beau film, très belle séance. Donc voilà. Je ne sais quoi vous dire d'autre. Très bien, mais vous êtes dans l'attente d'un film, c'est ça? Là, en ce moment même, il y a le Desplechin qui passe, Roubaix, c'est quoi? C'est Roubaix Ville Lumière. Donc on n'y est pas allé. Et plus tard, à 22h et quelques, on a un hors compétition, et je me trompe toujours dans le titre parce que c'est un titre un peu, voilà. Je vais le retrouver, ne vous inquiétez pas, je suis à vous. Ensuite, ou pas. Ah si, c'est bon, ça va aller. The Gangster, The Cop, The Devil, de Lee Wong-Sai. Voilà, séance de minuit. Donc on est en attente de ça. On va voir ce que ça donne. Apparemment, c'est un style un peu, je sais pas, arts martiaux, un peu fou, un peu, ouais. Donc on va voir. Très bien. On vous en dira plus la semaine prochaine. Oui. Oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura un... Oui. J'ai une anecdote à vous raconter. Oh là là. C'est sur Tarantino, mais c'est pas sur le film. Donc par contre, tu peux écouter. En fait, tout à l'heure, on faisait la queue pour aller voir Tarantino. Et là, on croise un mec qui cherche une place avec un panneau. Et sur son panneau, il y a écrit « Est-ce que vous avez retrouvé ma carte d'identité ? Je m'appelle Quentin Tarantino. » Et on lui a demandé, et le mec s'appelait vraiment Quentin Tarantino. Excellent. Ah mais oui, j'ai vu la carte. Exceptionnel. C'est fou. Ce mec attend ce moment de gagner. C'est énorme. Mais oui, on lui a dit, mais on espérait vraiment qu'il ait une place parce qu'il mérite d'avoir cette place. C'était incroyable. C'est ça, il peut passer partout, dans les coulisses et tout. Là. Comment ? Enfin, il peut aller dans les coulisses, il peut... Après, il y a la tête. Ah oui, c'est ça, exactement. Bon, il n'a pas la même tête, hein. Il a le même âge. Mais en tout cas, il a le même nom. Et c'était incroyable. Voilà. Le même tronc, n'importe quoi. Hyper cocasse. Très bien. Voilà, c'est ma petite anecdote. C'était super intéressant. Ouais, c'était super intéressant. Merci beaucoup à vous.
Et du coup, il y aura un récapitulatif sur Cannes de toute façon la semaine prochaine dans The Cinema Show. Absolument. Puisqu'en plus, il y a le jeune Ahmed. Trop vous allez voir du coup pour cette émission. Ça va qui être génial, apparemment vous allez si bien. Et Sibylle. Vous allez vous éclater. Mais arrêtez. Voilà. Non, mais ça va être bien, ça va être bien. Oui. On y croit. Oui. Eh bien, bonne soirée à vous, du coup. Ouais. Bon film. Eh ben, merci beaucoup. Et bonne fin de festival. Bisous, rentrez vite, vous me manquez. Vous nous manquez aussi énormément. On est très contents de vous avoir au téléphone. Ça m'étonne pas. Ah, bah d'accord, bah merci. Ah, bah Raph, en plus, Raph dit surtout Vincent. Merci Raph. Merci Raph. Et je vais passer une bonne fin d'émission et puis un bon débrief, bon débat. Merci. Plein de bisous. Plein de bisous. Ciao. À vendredi. Et donc après les news et ce long point Cannes, on passe à nos débats de la semaine. Donc ce soir nous allons évoquer 3 films sortis ces 3 dernières semaines en fait, qui sont Pokémon Détective Pikachu, The Dead Don't Die et Douleur et Gloire. C'est d'ailleurs par l'étrange phénomène qui revisite l'univers de Pokémon que nous allons commencer. Bande annonce. Welcome to Rhyme City, a celebration of the harmony between humans and Pokémon. Tim, your dad was a legend in this precinct. If you were anything like your dad... I'm not. I remember. You wanted to be a Pokemon trainer when you were young. Yeah, that didn't really work out. Someone there? Whoever you are, I know how to use this. Oh, jeez. Here we go. I know you can't understand me, but put down the stapler or I will electrocute you. Did you just talk? Whoa. Did you just understand me? Oh my God! You can understand me! Stop! I've been so lonely! They try to talk to me all the time. All they hear is Pika Pika. You can hear him, right? Pika Pika! Yeah, Pika Pika Pika. He's adorable. You're adorable. They can't understand me, kid. Can no one else hear him? I don't need a Pokemon, period. Then what about a world-class detective? Because if you want to find your pops, I'm your best bet. We're gonna do this, you and me. There's magic that brought us together, and that magic is called hope. Listen up. We got ways to make you talk. Or mime. Yeah. So tell us what we want to know. Pipe. Yes. Okay. I can. Shoving. Pushing. My problem is that I push people away and then hate them for leaving. He's saying you can shove it. What? I can shove it? Okay, that's it. No, we're switching roles. I'm bad cop. You're good cop. No, we're not cops. In my head, I saw that differently. Et donc, après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s'est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l'enquête. À la recherche d'indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Rhyme, il rencontre plusieurs personnages Pokémon et découvre alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et menacer l'ensemble de leur univers. Et donc, Pokémon Détective Pikachu, Nina, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors déjà, dans un premier temps, c'est pas du tout un film que j'attendais, ni que le public attendait. D'où est-ce qu'il sort ce film ? Ça, c'est une bonne question. Je suis bien d'accord. Ce projet... Et puis c'était super risqué. C'était très risqué. Ce projet n'avait ni queue ni tête de base. Enfin, il me semble que c'est un livre. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu. Mais j'en avais même pas entendu parler. Non pas que je sois fan de Pokémon, hein, mais je suis pas fan de Pokémon. Mais je sais pas, ça m'a paru complètement fou cette idée, en plus avec beaucoup de moyens et tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? À la première bande-annonce, j'étais dévastée. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et le visionnage du film s'est plutôt bien passé. Parce que bon, Pokémon, c'est pas du tout un univers qui me plaît particulièrement. J'ai vu, comme ma génération, des trucs passer à la télé et je zappais dessus parce que j'avais rien d'autre à mater, parce que je regardais Batman sur la 3, enfin ce genre de choses. Donc j'avais déjà mes préférences. Mais Pokémon n'a jamais marqué mes esprits, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, donc je suis très étrangère à cet univers.
Et pourtant, j'ai trouvé que c'était un film quand même qui accueille un public comme moi, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça sympa parce que je connais pas les Pokémon, je connaissais pas leur nom, ou juste les plus connus, quoi. Et j'ai pas été perdue parce que le film, c'est pas le sujet, à savoir Pokémon c'est génial. C'est pas ça le sujet, donc ça j'ai trouvé plutôt cool. C'est vraiment une histoire assez, je dirais un peu lambda, hein, c'est ce qu'on a déjà vu dans beaucoup de trucs. Sous un angle Pokémon, donc ça amène un truc original. Je pèse pas mes mots, mais voilà, j'ai trouvé ça divertissant, j'ai trouvé que c'était pas complètement débile, ce qui arrive souvent à des adaptations de jeux vidéo et tout, c'est pas complètement débile, c'est pas trop mal joué, même si j'ai encore ça dépend des personnages, mais globalement non, c'est un film que j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé ça vraiment un truc détente, un truc divertissement complètement, c'est pas un truc que j'espérais en plus, donc j'y suis allée à reculons, et je suis sortie de la salle avec un sourire parce que j'étais contente d'avoir vu un film qui m'a plu. Et en cette période difficile de master, j'étais contente de voir un bon divertissement pour moi, en prenant en compte le terme divertissement. Donc ce que ça vaut, à savoir, c'est pas intelligent, mais c'est divertissant. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'en plus, moi je trouvais que justement c'était l'essence qui marchait du film, en fait, c'était le fan service pour moi. Et c'est marrant donc que toi qui sois pas du tout fan, enfin pas spécialement fan plutôt, et ça c'est quand même marché parce que justement moi les trucs qui marchaient, c'était je me disais ils ont trop bien réussi à faire ressentir justement l'essence de tel personnage. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Moi comme je suis complètement étrangère, ça m'a pas du tout tilté ou quoi que ce soit. Si le meilleur point positif de ce film, c'est le CGI. Mais les bestioles, bon pas tout le temps parce qu'il y a les espèces de trucs bizarres, je dis pas. Moi j'ai trouvé les ectoplasmes un peu ratés. Mais moi c'est, enfin de toute façon c'est sur Pikachu clairement, enfin c'est le principal, donc mais lui les effets spéciaux sur son pelage c'est juste dingue. Ouais c'était, de toute façon c'était dans l'ensemble très bien fait. Après c'est ça, c'est un divertissement et c'est à regarder tranquillement sans se prendre la tête. Ah oui, complètement. Mathieu, ton avis sur le film? Mon avis du coup assez similaire à celui de Nina au final, à la différence que moi du coup j'ai grandi avec les Pokémon, mais j'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup Pokémon toujours à l'heure actuelle, j'ai joué à pas mal de jeux vidéo, j'ai grandi avec des dessins animés et j'ai trouvé que le film, le fan service du film était très réussi. Je me suis retrouvé à rire sur des scènes du film qui mettaient justement en scène les Pokémon. Monsieur Mime notamment. Donc. Monsieur Mime notamment, il y avait le Pokémon Psycho Quack aussi qui était vraiment très très bien réussi, sans vouloir en dire plus. Et du coup je trouvais très bien réussi pour ça. Après l'histoire était... je suis un peu sorti du film à cause de l'histoire à certains moments que je trouvais un peu trop... Quand on arrive dans le jardin des... j'ai oublié le nom du Pokémon en plus. Je me rappelle plus les non montagnes plus. Quoi. Certaines choses qui sont un peu exagérées, qui n'étaient pas obligé de prendre une telle ampleur, mais divertissant. C'est ça, il y a quand même quelques rebondissements, on s'attend pas forcément aux rebondissements, je trouve. Voilà. Pas du tout il y en a un qui est justement, on en parlait tout à l'heure avec Blanche, qui est, je trouve, il est introduit comme... en fait, il y a un personnage... Bon, non, je vais pas dire ça comme ça. Il y a un rebondissement qui est introduit au début, puis cassé de suite après, et en fait, c'était bien... ce qu'on introduisait, c'était le... T'expliques super bien. Ouais, j'explique super bien, merci. Bref, voilà, il y a un rebondissement qui marchait peu, mais un autre qui était inattendu et qui fait plaisir en plus parce que ça va à l'encontre un peu de ce qu'on a vu dans les autres films Pokémon notamment, et même dans les dessins animés Pokémon. Oui. Blanche, est-ce que... Ouais, je connais pas du tout Pokémon, mais alors pas du tout. Je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Blanche dans le dessin animé Pokémon qui apparaît dans 2-3 épisodes. Parce que j'avais cherché. Mais donc, je suis allée voir ce film totalement à reculons. J'avais une place gratuite, c'est pour ça que j'y suis allée. Sinon, je n'y serais pas allée, clairement. Et pendant le film, en fait, tu vois, j'avais un peu la tête de la fille qui râlait. Enfin, pas qui râlait, mais qui s'attendait à voir un truc un peu énervant. Comme d'hab, du coup. Je rêve. Et non, j'ai été surprise par le scénario. J'étais là, oui, bon, il y en a marre. C'est toujours la même chose. Il va se passer ça, ça et ça. Et au moment où je me disais, il va se passer ça, ils sont bêtes,
Et bah pas du tout. Donc je me suis sentie très bête, en fait. Après, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Ça m'a pas fait rire non plus, ça m'a fait sourire. Après, j'étais toute seule, alors peut-être que je rirais si j'étais avec des amis. Il y avait des gens qui riaient. Oui, il y avait des gens qui riaient, des Américains. Avec Mathieu, on riait beaucoup, nous, pendant Monsieur Mime. Pas mal rigolé. Même pendant, il y a plein de Pokémon qui faisaient rire. Après, il y a des scènes très clichés qui vont faire plaisir aux fans, mais moi qui m'intéresse pas des batailles entre Pokémon pour montrer que c'est des Pokémon et que du coup. Au final, il n'y en a pas tant que ça des batailles de Pokémon. Non, mais je parle d'une en particulier. Une autre dans la nature qui m'a vraiment énervée parce qu'elle dure très longtemps et on comprend tout de suite ce qui se passe, mais alors les personnages sont déroutés. Les personnages sont pas très recherchés aussi. Vraiment. Oui, non, c'est vrai, ils ont pas beaucoup de profondeur, que ce soit la fille, le garçon. La fille, elle est pas. Son rôle m'échappe un peu finalement quand j'y pense là, tu vois. Le cliché de la journaliste un peu qui veut se faire connaître, remarquer. Même tu parlais du jeu d'acteur tout à l'heure, je trouve que la journaliste c'est Catherine Newton, elle était très cliché, c'était gros son jeu un peu, c'était vraiment, elle était surexcitée moi je pensais tout le temps. plus à Bill Nighy. Ah ouais, Bill Nighy, je trouve un peu que j'aime bien d'habitude et que j'aime beaucoup aussi. Je me demande pourquoi il a accepté ce rôle. Bon, c'est pas grave, mais j'en veux pas parce qu'il est toujours choqué déçu. Choqué déçu, exactement. Non, voilà, c'est un peu gros. Des fois, il y a des scènes qui sont répétées, d'où soit une scène avec une voiture qu'on revoit sous tous les angles, littéralement, et qui m'ennuie un peu. Ryan Reynolds en fait beaucoup. Voilà, si vous n'êtes pas fan de l'humour de Ryan Reynolds. Moi, Ryan Reynolds, justement, il m'a étonné parce que j'avais pas du tout l'habitude de le voir dans ce type de rôle, on va dire. Type de rôle en Pikachu, quoi. Et non, c'est plutôt surpris et plutôt bien du coup par rapport à ça, oui. Ouais, ça va bien. D'ailleurs, voilà, je ne vais pas spoiler, mais il y a un problème dans ce film qui est déterminant pour l'intrigue. Intrigue pas très intéressante non plus, on s'en fout un peu. Enfin, au début on est là, pourquoi pas, et en fait ça nous intéresse plus trop vers la fin. Ouais. Parce qu'il y a plein d'autres intrigues qui se mêlent avec un grand méchant qui veut détruire le monde un peu, mais pas vraiment dans ce sens-là. Et donc un gros problème pour moi sur la fin qui casse vraiment toute l'intrigue. Des choses, toute cette intrigue-là, c'est vrai. Toute une logique, qui là, mais c'est dingue. Il y a plusieurs. Après, il y a beaucoup d'incohérences. Celle-là, c'est la plus grosse, mais je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences. Que ce soit dans les lieux, dans les actions des personnages, etc. Même dans la justification des c'est ça. Mais bon, écoutez, si vous voulez emmener votre enfant, passez un moment, payez 8,80€. Emmenez-le à Rhyme City. Et puis... voilà, allez à Rhyme City. Il est assez accessible à tout le monde au final. Et je trouve, moi, par rapport à vous, que les Pokémon n'ont pas grand intérêt à exister. Voilà. En fait, je me dis, ce serait des super-héros. Enfin, je sais pas, ça marcherait tout aussi bien. Enfin, là, c'est des Pokémon, donc je me disais que ça allait plus servir à... Alors, ça sert. Mais le principe, c'est aussi l'égalité, justement, entre les Pokémon et les humains à mais du coup, je trouve que l'histoire sert pas assez le monde Pokémon, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est qu'ils ont fait un film Pokémon qui parle pas que des Pokémon, justement, c'est pas centré, c'est pas des arènes de Pokémon avec des Pokémon qui se battent. Oui, mais je parle pas d'arènes, mais juste que ce soit plus centré sur les Pokémon plus que sur les humains autour d'eux. Mais bon, mais c'est pas grave. Parce que moi, je m'en fiche un peu. C'était un choix intéressant et ça surprend, tu vois. C'est pas un film Pokémon, c'est un film avec des Pokémon. Mais apparemment, du coup, d'après ce que j'ai compris, le film suit vraiment le jeu. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. Le jeu est apparemment, il suit exactement l'intrigue du jeu, quoi. Quelle drôle d'idée d'avoir fait ce film. Vraiment, ça c'est vrai que. Ça, mais pourquoi ? Après, je préfère ça que avoir fait un film sur la série, par exemple, qui là, c'est vraiment pour les gamins que tu. Pardon, excusez-moi. Oui, non, mais c'est que juste ça nous plaît parce que c'est l'enfance et tout ça, mais c'est complètement con. La Team Rocket, on voit 50 milliards de lieux que c'est la Team Rocket ou ce genre de truc. Donc dans un film, ça marcherait jamais. J'avais entendu, c'est vrai que quelqu'un, c'était plus sur une critique qui disait qu'en fait c'était peut-être un test au final pour lancer éventuellement une série Pokémon, voir si les gens aimaient et accrochaient ce type de film au final, pour ensuite éventuellement faire une suite, et ça me paraissait pas complètement incohérent. Je sais pas s'il va bien marcher, moi. Parce que qu'il marche ou qu'il marche pas, au final ça va pas détériorer l'image de Pokémon. Et... il est 3ème au box-office de la semaine quand même, du coup. Derrière on disait John Wick au box-office US, du coup derrière John Wick et Avengers, donc ça va. C'est pas mal, hein. Pour un Pikachu. Il a 30 millions, un truc comme ça, cette semaine. Quand je suis allée, la salle était bondée, mais pleine, mais que des adultes.
Ça me fait rire. Il n'y avait pas d'enfants du tout. Ah, moi, il y avait les deux, enfants adultes. Moi, nous, on était allés voir à 22h, il n'y avait que des vingtenaires. Vingtenaires. C'est des vingtenaires. Des étudiants. Très bien. Voilà. C'est fini pour Pokémon Détective Pikachu. Du coup, avant d'attaquer un film de zombies très second degré, on va s'écouter une musique qui rappellera pour certains l'un de ses prédécesseurs, Shaun of the Dead, et qui est sûrement de toute façon culte pour les autres. C'est Don't Stop Me Now de Queen, bien sûr. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. I'm having a good time, The shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Ah, on revoit la scène dans le pub avec Simon Pegg et Nick Frost qui donnent des coups de batte en rythme avec le jukebox. Mais revenons à nos autres zombies, ceux de Jim Jarmusch. Ici, pas de Simon Pegg et Nick Frost, pas de jukebox, mais un duo Bill Murray, Adam Driver et une radio qui passe en boucle la même musique. C'est The Dead Don't Die. In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming. Excuse me, we're closed. Get away from me! What the hell was it? A wild animal? This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen. What was it, wild animals? So what are you thinking? I'm thinking zombies. What? You know, the undead. Ghouls. You look gorgeous. Oh my. Are you in this together?
Flesh-eating zombies. Don't joke, it's really, really creepy. Oh man, this isn't gonna end well. They gravitate towards things they did when they were alive. Coffee. Chardonnay. Did she just say Chardonnay? Yeah, she did. 1, 2, 3, 4. Welcome to my world, zombies. I've been telling you this is all gonna end badly. Well, that's unfortunate. I'm quite confident of my ability to defend myself against the undead. I can see that. Excuse me. Those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you? Well, a little Class A. It was a long time ago. Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l'événement le plus étrange et dangereux qui allait s'abattre sur Centerville. Les morts sortent de leur tombe et s'attaquent sauvagement aux vivants pour s'en nourrir. Donc The Dead Don't Die de Jim Jarmusch avec un casting assez énorme, Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloé Sevigny, Iggy Pop même... Du coup, Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé ? Selena Gomez aussi, que j'ai oublié, oui. Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai beaucoup aimé le film. Je suis pas du tout un fan de films de morts vivantes, de zombies. J'ai aimé ça pendant un temps, mais maintenant ça m'a un peu... ça passé, c'est ça. Un peu passé, c'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé le film. Alors il est très très second degré. Il faut aimer... C'est même pas second degré, il est 4e, 5e degré. Il faut aimer les films qui sortent des codes, en fait, tout simplement. Il est là pour casser ce qu'on a l'habitude de voir. Il est original, il est léger, je trouve. Il est pas parce que c'est compliqué, un film qui est un peu absurde dans ce style-là. C'est difficile... d'être dans ce style-là, parce qu'on peut vite tomber dans le lourd, dans l'absurde, ce que ce film ne fait pas du tout. Et toutes les scènes un peu absurdes m'ont fait mourir de rire. J'ai trouvé les situations désopilantes à chaque fois. Je me suis tapé des fous rires sur certaines situations assez excellentes. Le scénario reste assez classique, même s'il nous réserve quelques surprises qui sont assez... Comme un personnage assez exceptionnel. Assez exceptionnel. Tilda Swinton. Et voilà, du coup, avec le casting, je trouvais que le jeu d'acteur était vraiment très juste et joué à la perfection pour le style du film. Du coup, voilà, c'était un grand oui, très divertissant. Il transcende pas non plus le genre du cinéma, mais bon, il n'est pas là pour ça, il se prend pas au sérieux. Et il est juste agréable à regarder. Ouais, et il est pourtant très mal critiqué partout. Donc là, on est 4 à l'avoir aimé, mais en vrai, il a 5 et quelques sur Sens Critique, un truc comme ça. Je n'entends que des horreurs. On sent que le réalisateur a voulu se faire plaisir et clairement, ouais. Et qu'on lui a laissé carte blanche pour faire ce qu'il voulait. Ça fait plaisir avec tous les films. Quand tu t'auto-cites dans ton film. Quand tu t'insultes, tu t'insultes en plus dans ton film. Blanche. Non, ouais, moi je crois qu'il se fout de la gueule de tout le monde en fait, en sortant un film tellement attendu, c'est un film de zombies, Jim Jarmusch, un si gros casting pour avoir ça. Bon, moi je trouve ça génial. Ah oui, c'est génial. C'est vraiment du génie. C'est la limite de la parodie presque. Mais il n'y a même pas de mots, je crois. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri, j'adore cet humour, vraiment. Il y a des gens qui n'aimeront pas, il y a des gens qui vont comprendre que c'est de l'humour mais qui vont être saoulés, et puis il y a moi qui va adorer. En fait, je trouve très intéressant qu'il fasse vraiment un film de zombies en prenant tous les clichés du film d'horreur, mais tous les personnages jouent chacun un type très précis de personnage de film d'horreur et de film de zombies. Je pense à Selena Gomez là, comme ça. Je pense à Chloé Sevigny qui est effrayée, Selena Gomez donc, qui joue un peu une bimbo que les hommes aimeraient bien avoir auprès d'eux. Je ne trouvais pas de fin de phrase. Bill Murray et Adam Driver en duo mais iconique. Adam Driver et sa Smart, duo iconique aussi. Incroyable. Mais des scènes tellement drôles quand on découvre dans un diner des morts. Ça c'est du génie. Comique de répétition. Alors, à part, moi j'ai donc un petit souci dans ce film par rapport à une intrigue
par rapport à... Qui ne prend pas de fin, là. J'aurais pas dire par rapport, ça va, faut arrêter. Par rapport aux 3 enfants. Donc il y a 3 adolescents qu'on suit dans ce film qui sont dans une école et je trouve que leur fin est bâclée. Parce qu'en gros... il n'y a pas vraiment de fin en fait. Il n'y a pas vraiment de fin à leur intrigue et moi ça m'a un peu déçu. Et donc c'est d'autant plus génial, pardon, je reviens sur la parodie du genre, qu'à la fin, je ne vais rien dire, mais à la fin, il n'y a même plus de genre. Enfin, c'est du délire total et le monologue de Tom Waits est tellement drôle. Tellement drôle. Il est dit avec tellement de profondeur que j'en pouvais plus. C'est vrai. Mais bravo, hein. Bravo. Lina. Non, vas-y, c'est bon, vas-y. Une petite dernière. J'ai adoré, mais vraiment adoré. Dans le sens où vous avez déjà dit pratiquement tout ce qu'il y avait à dire, mais j'ai encore plein de choses à rajouter. Dans oui, déjà. Iggy Pop, exceptionnel. Déjà dans le thème parodie. Pardon. Comment c'est possible ? Qui fait des choses bizarres là en régie là. Super. Bon, reprenons sur ces belles images. Du coup, sur le thème de la parodie, je trouve pas que ce soit en fait une parodie. C'est une parodie de cinéma. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une parodie de genre parce que justement, sur le monologue de Tom Waits, en fait, c'est le retour des zombies de Romero. Et l'essence... Moi, je n'ai pas les références. En fait, l'essence des zombies de Romero, c'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, dans les films de zombies, on a perdu justement ce qui faisait du zombie la figure du zombie, c'est-à-dire la critique de la déshumanisation face à la société de consommation. Et là, mais c'est tellement parfait. C'est tellement parfait cette critique de la consommation. Il le fait avec tellement d'abus que j'aurais qu'un mot à dire, c'est chardonnay quoi. Mais vraiment, allez le voir juste pour le chardonnay s'il vous plaît. C'est non, mais voilà, ça c'est pour moi c'est ça qui est pas de la parodie en fait, c'est que c'est vraiment un espèce de dommage clin d'œil à justement Romero puisque il y a quand même la voiture du film dedans. Ils en parlent. Voilà, oui parce que il y a un moment un personnage qui conduit une voiture et cette voiture c'est la voiture qui se trouve dans La Nuit des Morts Vivants. Le film. D'accord, je savais pas ça non plus. La voiture de Adam Driver. Heureusement que tu es là pour. Mais ils le disent. C'est la voiture de Selena Gomez, non ? Oui, mais j'essayais de pas le dire. La très belle. Je voulais pas. Mais voilà, Selena Gomez conduit, du coup déjà rien que ça, Selena Gomez qui conduit la voiture qu'on trouve dans le film La Nuit des Morts Vivants de Romero, qui a révolutionné la figure du zombie. Voilà, donc tout ça c'est pour les gros fans de zombies, j'en suis pas forcément une mais j'aime beaucoup ça. Voilà, il y a déjà ce gros clin d'œil que j'ai adoré. Et Iggy Pop. Le café. Iggy Pop si court, hein. Enfin, Iggy Pop, Iggy Pop on avait envie de le voir tout du long. Alors, 5 minutes. J'ai été déçue. C'est ma seule déception de ce film. C'est que je l'ai pas vu avec Tom Waits, puisque Jarmusch avait fait Coffee and Cigarettes. Iggy Pop qui dit Coffee, moi je me dis Tom Waits, il manque juste ça. Et je l'ai pas vu, j'étais un peu déçue. Mais sinon, ça m'a fait hurler de rire tout le long. Enfin, c'est vraiment c'est complètement con, quoi. C'est con. Alors, moi, ce que j'ai dit en sortant du film, c'est que c'est con, mais c'est loin d'être stupide. Ah oui, non, c'est intelligemment très bien écrit. Loin d'être stupide. Donc, comme tu disais, Blanche, vous pouvez ne pas aimer cet humour. Ça, c'est comme ça, c'est du 40 millième degré. On accroche ou on n'accroche pas, mais vous pouvez pas enlever à ce film son intelligence. Ça, c'est. Et puis une belle mise en scène. Magnifique. Oui, assez joli. Pas critiquable. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Mince. Un truc. Ah bah ça a l'air bien. Du coup, juste moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film, du coup, c'est que c'était impossible de prévoir quoi que ce soit. En fait, les dialogues pouvaient partir. Et pourtant, les dialogues prédisent bien. Ouais, et pourtant, c'est ça. Quelques petites longueurs quand même. Il y a quelques petites longueurs, mais justement, alors pour moi là, ça c'était vraiment un anti-film de zombies où tous les personnages ils réagissent pas normalement, à part une qui est assez rationnelle, qui a peur. Tous les autres ils sont là. Bon, bah c'est des zombies, il faut les tuer. Et il y a un casting énorme pour avoir un jeu tout à fait plat, mais à mourir de rire, quoi. Parce ils ont toujours la même expression, Bill Murray et Adam Driver notamment, ils ont la même expression en mode, bon bah c'est comme ça, quoi.
Et c'est génial, ça marche trop bien. Tilda Swinton, je l'ai adorée, elle est exceptionnelle dans ce rôle-là. Et même les scènes d'action, c'est tout en slow motion, presque les scènes d'action, il y a tout qui est surjoué avec... Il y a aussi des arrêts sur image, non? Des fois. Des ralentis très... des ralentis d'accord, ça m'avait perturbé au début. Enfin, le rythme est super lent, quoi, et ça marche trop bien pour justement casser un peu ce film de zombies, plein d'actions, plein de morts, plein de machins, alors que finalement il y a plein de morts et plein de zombies qui mangent des gens, mais c'est tout long, et même entre les personnages, il n'y a aucune empathie. Je veux dire, il n'y a personne qui essaie de sauver personne, c'est chacun pour sa pomme, et c'est génial. Enfin, et la BO aussi du film, et la BO aussi, qui est génial. De Dead Don't Die, tous ces morceaux c'est ça, qui est en boucle dans le film, en fait. Voilà. C'était génial. Non, voilà, j'ai retrouvé. C'est que je trouve beaucoup de gens aussi ont dit moi je suis déçue parce que j'aime tellement ce que fait Jim Jarmusch d'habitude, et je trouve ça génial que... Enfin, pour moi, Jim Jarmusch, c'est quand même un mec qui se renouvelle vraiment dans ses films. Souvent, là, les 2 derniers, c'est quand même Only Lovers Left Alive et Patterson, et maintenant il y a ça. Donc je trouve ça vraiment hyper culotté de ce réalisateur de faire ça, et je comprends pas trop les gens qui râlent en disant que ça ressemble pas à celle du Jarmusch. Je sais pas ce qui ressemble à du Jarmusch, moi. Bah après, j'ai envie de te dire, un couple comme ça, un cinéma de genre qui est tellement... le film de vampire. Ouais, non mais tu vois, encore, il a fait, certes, la figure du vampire, mais la figure du vampire quand même... travailler, tout ça, alors que là il a fait n'importe quoi, qu'on se le dise, c'est quand même c'est intelligent, c'est intelligemment du grand n'importe quoi, c'est ça. Donc c'est vrai que je pense que il se fait plaisir, mais du coup pour les spectateurs, à mon avis, c'est ça qui déroute un petit peu, d'avoir ce duo là, ça colle pas, c'est pas censé coller, et pourtant ça marche. En fait, voilà, c'est triste qu'on n'accepte pas qu'il puisse s'éclater. En fait, je pense que beaucoup de gens s'attendaient plus à du Zombieland ou à du Shaun of the Dead, où c'est quand même rythmé, en fait ça reprend. Oui, mais Jim Jarmusch, c'est jamais très rythmé. Ouais, voilà, mais justement, moi je trouve ça bien que ce soit dérythmé, mais si tu t'attends à aller voir Zombieland, The Dead Don't Die, c'est pas du tout ça. Ouais. C'est un film de zombies, mais c'est très très loin de Zombieland. C'est même pas un film de zombies. Moi je trouve que c'est ça. Plus un film de zombies, c'est complètement autre chose. Les gens qui s'attendent vraiment à voir plein de zombies qui tuent tout le monde, bah non. Non, c'est une ville de Pecno qui doit faire face à un petit problème. Voilà, vite fait, léger. Et même les zombies, ils ont un intérêt, c'est même pas juste tuer des gens à chaque fois, ils retournent vers... Enfin, pour une raison. Génial. Ils ont chacun leur raison. Et... Bref, en tout cas... voir. Juste pour Buscemi en pro-Trump. Pro-Trump. Ah ouais, en plus. Allez voir, juste Buscemi ce café est trop noir pour moi. C'est ça. Excellent. C'est ça. Bon bah, en tout cas ici c'est pas mitigé, on a tous adoré. Désolé, hein, les rageux vont rager. Les rageux rageront. Mais en tout cas c'est pas du tout un avis partagé par la webosphère. Et la critique en général. Et la critique en général. Parce qu'il se fait lyncher ce film. Je crois que Simon aussi il l'a pas aimé. Je suis pas sûre. Simon l'a mis en dernier de son top. Pikachu en premier et The Dead Don't Die en deuxième. Voilà. C'est vrai. On va passer à notre dernier film de la soirée, beaucoup moins loufoque que les 2 premiers. C'est la nouvelle autofiction signée Pedro Almodóvar qui raconte sans surprise la vie d'un cinéaste à Madrid. Bande annonce. Cuéntame, Salvador. Insomnio. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Tienes demasiado tiempo libre para pensar en tus dolencias. ¿Ves a Alberto? Me alegra que ya no le guardes rencor. ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. La Filmoteca ha restaurado sabor. Por eso creo que ahora es justo que la presentemos los dos en la Filmoteca. No te reconozco, Salvador. No has sido un buen hijo mío. No. No quiero ir al colegio, quiero quedarme aquí. Cuidado, qué niño. Tú eres muy novelero. No voy a permitir que me humilles otra vez. Tu tiempo, cabrón, ven aquí. Sí. Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida. Estoy con Salvador Mayor. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No.
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d'autres par le souvenir, dans la vie d'un réalisateur en souffrance. Premiers amours, les suivants, la mer, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé les années 60, les années 80 et le présent. L'impossibilité de séparer création et vie privée, et le vide, l'insondable vide face à l'incapacité de continuer à tourner. On parle donc de Douleur et gloire de Pedro Almodóvar. Et Blanche, c'est toi qui vas... Oh, c'est moi qui commence. C'est toi qui commence. J'ai beaucoup aimé Douleur et gloire. Ouais. Et voilà. Continue. Non. À moi. Non, c'est tellement beau. Moi, ça m'a beaucoup touchée, vraiment, du début à la fin. C'est très beau, c'est très doux, c'est très différent d'Almodóvar en général. Mais j'en ai pas vu beaucoup, mais je peux dire que c'est très différent. Et c'est très touchant. Et ça fera plaisir, je pense, à tous ceux qui ont vu beaucoup de films d'Almodóvar et qui s'intéressent à lui, parce que c'est clairement l'histoire de sa vie, bien qu'il y ait des moments romancés, il l'a expliqué plusieurs fois. Mais beaucoup de clins d'œil à son cinéma, à plusieurs de ses films, La mauvaise éducation, à Volver, à Talons aiguilles, beaucoup de références, et une très jolie manière de raconter l'histoire, je trouve, avec les flashbacks et le présent, et en même temps, il se joue un peu de nous, finalement, quand il manie cette temporalité. Et je trouvais ça vachement intéressant, j'étais assez surprise. Alors, on retrouve à peu près tous les thèmes d'Almodóvar, la mer, l'amour et la maladie. Penelope Cruz. La ménopause, qu'est-ce qu'il y a ? Penelope Cruz, je dis. La ménopause, rien à voir. Penelope Cruz, oui, qui interprète encore une fois sa mère. Jeune, après c'est plus elle qui la joue vieille. Mais non, j'ai beaucoup aimé, c'est magnifique. Alors là, les couleurs, ça pète partout, hein, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que c'est à ça qu'on reconnaît un peu la patte du réalisateur. Et je trouve Antonio Banderas, mais qui joue superbement bien ce rôle. Mais en fait, je sais qu'il voulait pas incarner vraiment Almodóvar, mais moi, je le voyais se déplacer. Je voyais Almodóvar. Quand je le vois s'asseoir, ça se ressent que c'est lui, et je le trouve absolument fascinant. Même tous les autres acteurs qui jouent l'acteur qui l'a fait jouer il y a 30 ans, je ne sais absolument pas le nom de cet acteur, ou son amant qu'on voit dans un moment du film, sont tous exceptionnels. Ouais, et pour une fois, tu vois, il n'y a pas une grande part finalement à la femme dans ce film. Alors je dis qu'on parle beaucoup de la mère, mais la femme en général est assez peu présente, ça se concentre surtout sur des affaires d'hommes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... Ça se concentre plus sur son absence justement de la femme. Justement, voilà. Et du coup, mais c'est plus rare, je trouve, dans les films d'Almodóvar de voir autant de relations entre... ou des scènes avec d'autres personnages masculins. Mais vraiment très intéressant et passionnant, moi je trouve, pour en apprendre un peu plus sur sa vie et sur son œuvre. Mais oui, je sais pas trop quoi dire, parce que je sais vraiment pas quoi dire, parce qu'il est très beau. Et une scène magnifique sur le corps humain et les maladies. Enfin, je ne dirais pas plus. C'est une scène qui sort complètement du film et qui m'a beaucoup plu. Et... Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Et le générique du début aussi m'a beaucoup plu, pour une fois qu'un générique du début... moi, tu vois, elle m'a un peu dérangé, cette scène qui sort totalement du film. Mais je comprends qu'elle puisse déranger, parce qu'elle sort du film. Mais pas que... Enfin, moi, pour le coup, c'est un des rares trucs du film que j'ai trouvé un peu mal placé dans le film, et qui sortait trop du film, et ça, je me suis pas dit, ça c'est une bonne touche, tu vois. Bref, Nina. Où on attend tous les bons avis. C'est fait. Je pensais. Mais Mathieu l'a pas vu. Tu l'as pas vu, pardon. C'est pour ça. Je l'ai pas vu. Ok. Du coup, avis un peu plus réservé que ça. Je dirais pas négatif. J'ai pas un avis négatif sur le film. Je trouve que c'est un bon film, vraiment. Je dirais pas un très bon film parce que j'ai des trucs à lui reprocher, mais je trouve que c'est un bon film. J'y suis allée et j'ai senti dans la salle qu'il avait vraiment énormément plu, vraiment beaucoup. Moi, il y a un problème, c'est que Almodóvar, j'aime pas tout de ce qu'il fait. Comme toi, j'en ai pas vu beaucoup, mais dans le peu que j'ai vu, il y en a certains que j'aime pas trop. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus dynamique. Et j'aime le cinéma dynamique. Donc, les cinémas lents, j'ai du mal. Les cinémas contemplatifs, j'ai beaucoup de mal. Il n'est pas contemplatif, mais il a de ses longueurs qui sont importantes pour les gens qui l'apprécient. Passé ça... du coup, j'ai beaucoup apprécié en fait la partie que j'appellerais la partie souvenir, qui est magnifique, pleine de poésie dans l'image, pleine de poésie dans le cadre. Enfin, tout est incroyable. Almodóvar a ce talent de savoir s'entourer. Il a une équipe qui est juste incroyable. Tu parlais des couleurs,
on les retrouve. Tout est tellement bien filmé, les décors sont magnifiques. La caverne, moi je trouve. Moi je trouve qu'il y a tout qui est mis en valeur, les décors, les acteurs. Vraiment, à chaque fois, Almodovar sait s'entourer. Il sait s'entourer des acteurs et de son équipe technique, c'est incroyable. Donc, c'est vrai que du coup, dans les scènes où le décor est moins important, ça bloque un peu. Surtout que c'est un peu long, donc voilà, c'est ça qui m'a fait un petit peu presque m'ennuyer. À certains moments, je trouvais vraiment le temps long. Et c'est pour ça que j'ai un avis un peu plus mitigé que Blanche, mais globalement c'est un bon film, hein, vraiment. Tout est vraiment bien pensé et il y a la finesse d'écriture, ça on peut pas lui enlever. Les monologues, c'est des claques à chaque fois. Ah ouais, c'est juste. Ces monologues à Almodovar, c'est juste des que le spectacle. Le spectacle, le spectacle qui est clairement, fou. Ce fameux monologue, il est. Sur l'addiction. C'est vraiment fou. Donc voilà, c'est pas un mauvais film, mais je me suis un peu ennuyée. Ok, alors moi j'ai beaucoup aimé le film. Je trouvais que c'est ça, Banderas, il était parfait dans son rôle. Il était tellement touchant, il était tellement mignon, t'avais envie de le serrer dans tes bras. même quand tu le vois succomber à certains trucs, t'es en mode oh non, fais pas ça, s'il te plaît. C'était un nounours quoi. Et d'ailleurs, il a dit lui-même que Pedro Almodovar l'avait sorti de son cinéma américain pour le rendre plus humble et qui marche mieux dans le rôle justement. Ensuite, moi je suis un peu d'accord avec Nina dans le sens où j'aime quand il y a du rythme aussi au cinéma. Donc il y a peu de parties, mais il y a des fois où je me suis un peu ennuyé. Sinon, en général, les acteurs étaient tellement bons, tout était tellement bien écrit, et ça, plus la contemplation de l'image, c'était tout allait bien pour que je reste dans le film. Je voulais dire autre chose. Tac, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu veux que je rebondisse? Vas-y, rebondis. Non, je voulais pas rebondir, je voulais ajouter des trucs. Vas-y, ajoute. La musique, j'ai beaucoup aimé la musique, elle est très belle. La fin est très belle, faut pas en parler, mais moi, elle m'a beaucoup touchée. Et j'aime beaucoup aussi cette image, en fait, de Pedro Almodovar, qui est très colorée, qui est très, très vivant, très joyeux, et qui, en fait, en lui, est un être très sombre, et dans le noir, et qui souffre énormément, et c'est aussi ça que montre le film, et je trouvais ça intéressant qu'il fasse part au public de cette partie de lui. Tu peux rajouter ton truc maintenant. Alors, voilà. Ce que je veux dire, c'est que pendant tout le film, j'avais peur que ça fasse que ça ait un peu le problème de Astrid, du coup. C'est qu'on montre un passé, un présent, enfin un passé, un futur, tout dépend comment on le voit, et que finalement, on n'aboutisse pas à un lien entre les deux. Et que du coup, il n'y a pas forcément d'intérêt de ces deux temps de chronologie s'il n'y a pas de vrai lien ou s'il n'y a pas quelque chose. Et en fait, carrément pas. Et ça marchait super bien comment les deux étaient, justement, comment les deux sont liés. Ça avait vraiment du sens et c'était un film très touchant pour moi. Moi, je pense que c'est le côté, en fait, trop introspection. Ouais. Et j'ai pas trop lu sur ce film, mais j'ai quand même eu une question qui m'a trotté pendant tout le film et dès que j'ai vu les bandes annonces, où est la fiction? Ouais, mais il dit pas, mais j'ai vu qu'il y a... Il dit pas, mais il dit qu'il y a fiction et pas fiction, et on saura jamais, je crois. Et en fait, je trouve que ça se ressent dans tout le film où on se dit, est-ce que tu veux jouer avec moi? La caverne est une fiction. Ah ouais? C'est une métaphore. Voilà. La maison sous terre. Mais ouais, il y avait ce truc où est-ce que t'es en train de jouer avec moi? Est-ce que t'es pas en train de jouer avec moi? Qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu montres vraiment? Du coup, je pense que c'est ça aussi qui m'a pas aidé et qui m'a pas fait rentrer dans le film, alors que les souvenirs m'ont énormément fait rentrer dans le film. Mais moi, justement, je suis entrée dans le film en me disant tout serait vrai. Vraiment, je me suis pas posé de questions. J'ai dit, vas-y, dis-moi ce que tu veux me dire, je te croirai jusqu'au bout. Non, mais très, très bon Almodovar. Ça change un peu des derniers. Julieta et les amants passagers, très différents, je pense. Ah bah, alors... un peu différents. Légèrement différents. Eh bien, ça va être tout pour nos tops. Donc, si vous avez raté le début de l'émission, pas de souci. On vous résume nos débats de la soirée dans les tops de la semaine. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur, puis viendra le top 3 de l'équipe de TCS. Donc, Blanche, ton top 1. Douleur et gloire. Nina, ton top 1. The Dead Don't Die. Et Mathieu. The Dead Don't Die aussi. Et moi, c'est The Dead Don't Die aussi. Et donc, recommandé par l'équipe
TCS. En 3e position, Pokémon Détective Pikachu de Rob Letterman. Yes, allez-y. 2e position, Douleur et gloire de Pedro Almodovar, qui a été quand même moins vu par l'équipe TCS aussi que The Dead Don't Die. Et première position, The Dead Don't Die, donc de Jim Jarmusch. Après les tops, ça va être le temps de notre carte blanche de la semaine. Alors, donc notre carte blanche de la semaine, ça va être Douleur et gloire qui est très encensé, Détective Pikachu mitigé, The Dead Don't Die très défoncé. Carrément. Est-ce qu'il faut aller voir les critiques avant d'aller voir un film ? Qu'est-ce que ça apporte ? Allez-y, le premier qui veut. Alors moi, ça fait peu de temps que j'ai beaucoup de mal à écouter des critiques avant d'aller voir un film qui m'intéresse. Mais alors, je saoule ma famille entière, mes pauvres parents qui écoutent la radio là, savent que dès que j'entends parler d'un film que je veux voir, mais il faut éteindre la radio ou je ne sais quoi, je ne lis plus les critiques papier, je ne lis rien, parce que le film m'intéresse et que combien de fois je me suis fait avoir par des critiques qui spoilent à mort plein de scènes. Je suis désolée, mais ça se fait toujours et ça m'énerve pas mal. Après, pour des films dont je n'ai rien à faire, quand j'entends des bonnes critiques ou ça me donne envie d'aller le voir. Voilà, donc c'est l'effet. Mais je sais qu'avant, il y a quelques années, je m'en fichais complètement. L'effet mouton, donc c'est ça. Effet mouton, oui, absolument. Mais après, les critiques, ça va ça. Ils savent qu'ils peuvent faire donner envie à quelqu'un qui n'avait pas envie de le voir, d'aller voir. Après, tu vois, The Dead Don't Die, très mauvaise idée d'écouter des critiques. Voilà, c'est parce que je pense que chacun a sa vision précise de ce film, quoi. C'est très subjectif. Ah ouais, pour le coup, The Dead Don't Die, en plus, c'est vraiment soit tu sens le truc, soit tu l'as pas du tout, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, parce que moi, c'est souvent les films qui m'intéressent, je regarde absolument rien. Quentin Tarantino, par exemple, j'en sais pas beaucoup. Mais sinon, sur les films qui m'intéressent moyennement ou pas du tout, je peux aller voir les critiques pour voir, au moins les notes globales ou des trucs comme ça. Les critiques, justement, à chaque fois je me méfie des spoils parce que ne serait-ce si ça dit et le rebondissement il est trop bien, bah tu sais qu'il y a un rebondissement, c'est quand même un peu dommage, quoi. Oui, attends, on a dit ça pour Détective Pikachu, on a dit qu'il y avait 2 rebondissements. Ouais, non mais je pense que nous on spoil beaucoup plus que ce qu'il faut si on a vraiment envie d'aller voir les films, tu vois, c'est pareil. Alors moi j'ai ma petite technique en fait, parce que moi tout ce qui est critique, j'ai toujours eu une aversion pour ça, parce que je voulais devenir critique à une époque, il y a 2 ans, parce que je m'étais dit mais vous êtes tous des nuls, moi je vais vous apprendre le métier, donc la petite conne de service, quoi, petite conne de licence, et en fait je me suis dit c'est un métier quand même très difficile, parce que subjectivité à mort, rien qu'à voir la critique de The Dead Don't Die des Inrocks. Wow, non mais les Inrocks, faut arrêter là. Donc voilà, moi mon problème c'est les critiques à lire les critiques, j'ai beaucoup de mal parce que on sait pas forcément qui est derrière la critique, on a juste les Inrocks mais on sait pas qui c'est qui l'écrit spécifiquement. Donc ma petite technique c'est en fait les fameux critiques sur YouTube. Et ça, j'ai ma petite technique, à savoir que j'en ai 2 grands, on va dire, même 3. Donc j'ai 3 chaînes qui sont, vas-y, qui sont justement du Randall parce que oui, je suis pas forcément d'accord avec lui. Ah ben non. Donc, mais des fois oui, mais des fois, enfin c'est très rare. Donc du coup j'ai sa critique, je me dis, je suis pas d'accord avec lui, il a pas aimé, je vais peut-être aimer. Après j'ai In the Panda qui lui, je suis pas forcément d'accord avec lui, mais il avance de bons arguments, donc j'écoute ses arguments. Et après j'ai le joueur du grenier pour les films qu'il va voir, et lui en général je suis pratiquement toujours d'accord avec lui. Et du coup, tu regardes les critiques avant d'aller voir les films pour ces... C'est possible. Moi, je trouve que sur une vidéo YouTube, c'est tellement long que ça... justement, parce que chacun a sa part de je spoil pas et sa part de je spoil. Et en fait, je m'arrête à la moitié et je me dis non. C'est ça, mais souvent, même dans la part je spoil pas, c'est limite, souvent. T'es là en mode... Tu comprends plus ou moins des trucs. Non, pas tout à fait, parce que ça dépend après des vidéos et quand est-ce qu'ils se lâchent ou pas. S'ils n'ont pas aimé le film, là ça défonce, ça spoil autant que tu veux. Mais ça me dérange pas puisque j'ai les mêmes goûts qu'eux. Mais en fait, moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que, et comparé à d'autres critiques qu'on lit, c'est qu'il y a les arguments. Et pour moi, dans la critique, c'est primordial d'avoir les bons arguments. Tu vas pas dire The Dead Don't Die, c'est une vieille chiasse parce que Jarmusch il fait des trucs de zombies. C'est pas un argument. c'est pas ton argument. Pourquoi t'as pas aimé ? C'est parce que tu préfères ça. Là, d'accord, on peut parler, on se comprend. Mais s'il n'y a pas d'argument, j'ai trop du mal à lire une critique. Ça m'énerve parce que c'est juste de la haine pour de la haine. Et moi, j'en ai fait. Moi, la première, c'est pour ça que je dis petite conne de licence qui voulait devenir critique. C'est super compliqué de pas se lâcher sur un truc comme c'est de la merde, parce que c'est de la merde.
Mais c'est vrai que... Et du coup, si on te dit j'ai pas aimé The Dead Don't Die parce que je préfère quand Jim Jarmusch il fait pas des films de zombies. Bah libre à toi, mais du coup moi j'adore quand il fait ça, tu vois. Moi je me souviens d'une vidéo de Durandal que j'ai regardée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai regardé jusqu'au bout où il critique Maloute de Bruno Dumont. Et voilà, mais là c'est subjectivité pure et dure et du coup il démonte le film de A à Z et moi je me dis mais tu n'as rien compris. Voilà, et c'est très frustrant. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi quand il y a des réponses, je sais pas, des critiques pour et contre. Ça m'intéresse plus de voir. Par exemple, j'avais vu une critique de Synonyme de Nadav Lapid, qui s'en souvient. Une Synonyme, je m'en souviens. Ah si. Où il y avait une très bonne critique élogieuse et à côté une très mauvaise critique désastreuse. Et ça m'a fait plaisir parce que vu que j'avais détesté, je me disais ça va, il n'y a pas que des gens qui aiment. C'est important pour moi. Voilà. Après, The Dead Don't Die, je ne comprends pas. Mathieu, les critiques. Au final, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à la critique YouTube, mais je suis carrément d'accord avec Nina. Moi, je vais pas dire que je déteste les critiques de la presse, mais quand on voit par exemple certaines critiques comme celle de Forrest Gump, qui a été lynché par la presse. Toujours, il y a plein de films super bons qui sont encore. Je trouve que juste regarder les critiques de la presse peut faire passer à côté de films de véritables chefs-d'œuvre. Et les critiques sont trop subjectives et ne donnent aucun argument. Du coup, je trouve que ça n'a aucun intérêt de les regarder. À la différence où les critiques YouTube, je sais que j'ai moi aussi plusieurs YouTubeurs que je regarde, notamment moi c'est le Fossoyeur de films, où je sais que je suis en général, je suis très en accord avec ce qu'il pense des films. Du coup, quand il donne un rapide résumé d'un film, je sais si il va me donner très rapidement envie de le voir ou pas. Je sais si je vais l'aimer ou pas. Mais du coup, est-ce que ça biaise pas un peu ? Ça biaise un petit peu. Mais c'est le but aussi de savoir se retrouver dans ce que t'aimes. Ouais, mais est-ce que aller voir un film avec déjà un préavis, tu vas pas perdre un peu le film justement ? C'est ce qui t'apporte. C'est-à-dire un préavis ? Avec un préavis. D'avoir vu une critique avant ? Ouais, c'est ça. Alors justement, la critique, comme Nina, je la regarde et dès que je sais s'il me donne envie de voir le film ou pas, je m'arrête de suite. C'est-à-dire que je vais pas vraiment avoir d'avis dessus. Je me dis, il peut être intéressant. Ça peut être bien de le voir. Enfin, il peut. Ça peut valoir le coup de ça regarder. peut valoir le coup. Voilà. Et peut du coup. Et dans ce sens-là même, ça me fait découvrir plein de films dont je n'aurais jamais entendu parler par moi-même. Et du coup, ça me fait découvrir plein de choses, plein de bonnes choses comme ça. Du coup, la critique, c'est comme tout, c'est nuancé. Il faut trouver sa bonne paire de tout le monde a des goûts différents. Il faut savoir quelle critique suivre, quelle critique pas suivre. J'étais allée à la conférence des cahiers du cinéma à Polva sur la critique. J'en ai pas retenu énormément de choses, mais juste que voilà, en fait, je me suis rendu compte en les écoutant que je ne serais jamais d'accord avec ce qu'ils pensent et ce qu'ils aiment, et que ça ne passerait jamais. Et donc, je lis positif, qui est beaucoup plus, qui me correspond plus, clairement. Et ça fait, je pense, que c'est important aussi de trouver, n'allez pas lire des trucs non plus qui vous font que du mal, ou voyez ce que vous aimez et voyez en fonction des références. Qui est en accord avec vous aussi. Voilà, pour avoir des bonnes idées, quoi. Vous n'allez pas voir un film parce qu'une critique a dit que c'était génial et vous allez trouver ça nul. Enfin, faut pas se faire du mal non plus. Très bien, et bien donc faut-il regarder les critiques avant d'aller voir un film ? Ça dépend. C'est une belle conclusion. Ok, on va passer au quiz de la semaine. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Alors, pour ce quiz, donc on a 3 équipes. L'équipe Blanche avec Capitaine Blanche, l'équipe Nina, Capitaine Nina, et l'équipe Mathieu, Capitaine Mathieu. Je crois que t'allais dire Xavier. J'aurais préféré crocher. Alors, première question, et donc il faut trouver le nom du quiz de la semaine. Alors le principe, c'est simple pour ceux qui n'ont jamais joué, j'ai pris un des 3 titres des films qu'on est allé voir, j'ai mis quiz quelque part pour faire un jeu de mots, mais je mets jeu de mots entre guillemets parce que c'est souvent je remplace un mot par le truc quiz par exemple. Si on était allé voir, je sais pas, The Dark Knight, ça aurait pu être The Dark Quiz, tu vois. Donc le but c'est que vous fassiez chacun une seule proposition et chacune une proposition pour qu'est-ce que j'ai donné comme nom au quiz de la semaine. Moi j'ai le mien, c'est bon.
Vas-y, Nina. The Quiz Don't Die. Detect Quiz Pikachu. Pokémon Detect Quiz Pikachu. Ouais. Ok. Je viens de comprendre le concept. Du coup, je commence à réfléchir maintenant. D'accord. Ouais, mais y a pas. Si t'as fait quiz et gloire, c'est un peu triste. Je fais un peu ce que je veux. The Dead Don't Quiz. Toi, t'as dit The Quiz Don't Die. Et la réponse c'était Poké Quiz Détective Pikachu. Donc 0 pour tout le monde. Poké Quiz. D'accord. Pourquoi pas. D'ailleurs, il me faut. C'était plutôt décevant. Décevant, non. Poké Quiz, attends. Poké Quiz. C'était évident. Alors, première question, enfin deuxième question plutôt. Alors, c'est un quiz spécial, mais quel casting? Donc ça va être, j'ai fait un quiz bien plus facile que d'habitude, avec souvent des films à gros casting, ou des castings un peu originaux. Et on commence par une musique de film, et donc il faut retrouver quel film est tiré cette musique. Le Seigneur des Anneaux? Non. Harry Potter? Non. Non. Gros casting, hein. Ouais, gros casting. Ah, Avengers? Non, non. On est nuls. Oui, ça doit être facile. Un peu bourrin. Un peu bourrin. Vite fait bourrin. Est-ce que c'est un DC Comics, un Marvel? Non, c'est pas fantastique. C'est un film d'action, ouais, un gros casting. C'est Dark Knight? Ils ont trouvé en régie. Non, plus bourrin que ça. Pirates des Caraïbes, mais non. Hellboy, j'en sais rien. Non, plus bourrin. Donne un indice, j'ai pas mieux. Bourrin. Ça tape. Faut se lever. Il y a un jeu de mots avec le bourrin? Non, je veux dire, quand tu penses au casting de bourrin, tu mets tous les plus gros bourrins des acteurs, tu les mets ensemble, ça fait ce film. Expandables. C'est quoi des... Expandables, merci. Simon, il aurait trouvé, mais en 2 secondes. Ce n'est pas du tout nous, ça. Tu vois, il va voir la vidéo, il va se dire putain, mais quel nom de merde. Très bien, on passe au pas tourné. Donc là, je vais vous donner 2 acteurs à chaque fois et vous allez chacun me faire une proposition pour lesquels n'ont jamais joué ensemble. D'accord. Donc je donne une liste de 5 paires d'acteurs. Alors, Renaud et Cadmerade. Pardon. Oui, ok. Mel Gibson et Lady Gaga. Sting et Jason Statham. Donald Glover et Rihanna. Madonna et Oxmo Puccino. Oh, la vache, mais c'est pas possible qu'il y en ait un qui existe là. Enfin, au moins 2 qui est... Il y en a au moins 2 qui n'existent pas? Non, il y a qu'une paire qui n'existe pas là. Il n'y a qu'une paire qui n'existe pas. Attends, Oxmo Puccino, Madonna. Mais c'est pas possible ça. Renaud et Cadmerade, Mel Gibson et Lady Gaga, Sting et Jason Statham, Donald Glover et Rihanna. Mais tu vois, Lady Gaga, je croyais que c'était un peu son début après. Et Madonna et Oxmo Puccino. Ouais. Bah, choisissez de façon je vais dire Mel Gibson, Lady Gaga. C'est quoi le deuxième? Mel Gibson, c'est Mel Gibson, Lady Gaga. Troisième, c'est Sting et Jason Statham. Ensuite, Donald Glover et Rihanna. Ensuite, Madonna et Oxmo Puccino. Et le premier, c'était Renaud et Cadmerade. Madonna et Oxmo Puccino. Ouais, moi aussi, Madonna et Oxmo Puccino. Alors, me dis pas que c'est Renaud Sting et Jason Statham, c'est dans Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie. Évidemment. Donald Glover et Rihanna, c'est dans Guava Island, qui est sur Amazon. Qui est sur la plateforme Amazon. Mel Gibson et Lady Gaga, c'est dans Machete Kills. Je connais rien. Madonna et Oxmo Puccino, c'est dans Arthur et les Minimoys. Mais je me disais Renaud, c'est incroyable. Et donc c'est Renaud et Cadmerade qui n'ont jamais joué ensemble. C'est pourquoi c'était le plus évident. Ah, c'était le plus évident pour moi aussi. Ah, mais tu vois, c'est l'habitude des autres quiz. Là, ouais. C'est ça. Attends, c'était dans quoi, pardon, Madonna et Oxmo? Dans Arthur et les Minimoys. Et Oxmo fait la version, en plus, fait la version originale apparemment de ce que j'ai trouvé sur internet. Il fait pas que la version française, quoi. Il fait qui dans Arthur et les Minimoys? Il fait un des déménageurs. Minimoys, je sais pas moi. J'en sais rien. D'accord. Alors, ensuite, une question, 4 propositions. 2 acteurs ont été annoncés pour la suite de la série The Young Pope, qui s'appellera The New Pope. Ces 2 acteurs sont Marion Cotillard et Ed Sheeran, Sharon Stone et Marilyn Manson, Natalie Portman et Mika, ou Kate Winslet et Drake. Ah, j'ai envie de dire la B. Enfin, je sais pas pourquoi. Sharon Stone et Marilyn Manson? Ah ouais. Tu vois, c'est Paolo Sorrentino. Alors, Nina, t'as la réponse? J'ai la réponse. Donc vas-y, Mathieu. Je n'en ai aucune idée. Du coup, je vais dire la D. La D, Kate Winslet et Drake. Et toi, tu dis donc Sharon Stone et Marilyn Manson. Et c'était Sharon Stone et Marilyn Manson. Donc ouais, ça le fait. 1 point pour Nina et Blanche qui met tout le monde à égalité à 1 point. Wouh. Alors, on passe à qui a dit. Donc, je vous donne. Je vais citer quelqu'un et vous allez me trouver qui a dit.
cette phrase ou ces phrases. J'aime le cinéma. Vous aimez le cinéma. Une histoire est sur le point d'être... Godard. Non, d'être découverte. Les acteurs et l'équipe ont travaillé dur pour créer quelque chose d'original et je demande juste que chacun évite de révéler quoi que ce soit. Tarantino. Oui, Tarantino, c'était Nina. Il a dit ça à Cannes, c'est ça? C'est ça. Mais alors moi je trouve ça complètement con aussi. Je trouve ça super con de s'être précipité pour finir son film, pour l'avoir à Cannes, pour dire ensuite n'en parlez pas surtout. Bah, il veut pas que ce soit spoilé. Bah non, mais à ce moment-là, tu Cannes, prends plus ton temps, tu finis ton film et tu le sors normalement sans qu'il y ait. Ouais, mais du coup, pas à Cannes. Voilà, tu sors pas à Cannes. Et aussi bien, il aura une palme. Imagine, il a une palme, c'est quand même rentable, tu vois. Moi, non, mais je suis pas d'accord pour qu'il dise ça. Il en a déjà eu une, ça va. Ouais, c'est bon. Alors, on passe à en or ou en bois. Donc, je vais vous donner, je donne une affirmation. Il faut me dire si c'est en or vrai ou en bois faux. D'accord. Keiron a annoncé cette semaine un nouveau guest qui aurait insisté pour jouer dans Brutus vs César, Eric Judor. J'ai pas regardé ces stories ou quoi. Bois pour Nina. Or. Or. Bel esprit de contradiction. Bois. Et c'était bois. Effectivement. Bravo Mathieu. Pourquoi? Dommage. C'est parce que c'est pas du tout annoncé, mais comme il y avait Ramzi Bedia dedans, je me suis dit que ça pouvait être crédible. Tout simplement. Oui, mais il a déjà sorti l'affiche avec tout le casting, du coup ça. Ça ferait une tête en plus, ça marche pas. Deuxième affirmation, Keanu Reeves fait la quasi-totalité de ses cascades dans John Wick Parabellum. La quasi-totalité. En or. Or. Or aussi. Et c'est en or aussi. J'espérais que quelqu'un dise non, il fait toutes ses cascades, mais... Non, le nouveau Tom Cruise. Il en manque un peu. Alors, la recette parfaite. Donc là, je vais décrire quelqu'un en le comparant à d'autres personnes. Il faut trouver qui c'est. Ok. Alors, j'ai l'âge de Cate Blanchett, la nationalité de Penelope Cruz, le nez de Sean Penn, les yeux et la barbe de Robert Downey Jr. J'ai déjà été coiffé comme Dave. Je fais la taille de Vincent Lindon. J'ai autant de Golden Globe que Jessica Chastain, autant d'Oscar. Non. L'autre, Javier Bardem. Javier Bardem, c'était. Ouais. C'est le seul, hein. De toute façon, c'est Banderas ou Bardem, puisqu'on n'y connaît rien. Il a le même nez que qui? Oh, il a un gros nez et Sean Penn aussi. Il a pas un gros nez, il a un écrasé. D'accord, on remet pas en cause. Et ça finissait par j'aime vraiment bien Penelope Cruz. Alors, qui c'est celui-là? Donc là, je donne un nom de personnage. Faut trouver dans quel film, de quel film est tiré ce personnage. Ok. Rusty Ryan. Rusty Ryan. Rusty. Avengers Endgame. Non. Gros casting aussi, ce film. Love Actually. Non. Ah, pourquoi t'as hésité? Ah non, parce que j'étais perdu dans mes pensées, mais... Rusty Ryan. C'est un film américain? C'est un film américain, ouais. Faudrait que tu donnes des indices après. Ouais. Rusty Ryan. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme indice? Il doit y avoir un Ocean's Eleven, Ocean's Eleven. Waouh, incroyable. C'est le personnage de Brad Pitt. Meilleur coup de bluff. En plus, c'est le Eleven, le truc. Bien joué, on passe au Merci le Québec. Donc je donne la traduction d'un film américain ou anglais en québécois. Ok. Et il faut retrouver quel film c'est du coup dans notre version, enfin dans la version que nous on connaît, qu'on n'a pas forcément traduite. Le bon côté des choses. Alors là, c'est pas un énorme casting, c'est un duo connu. Un duo connu? Non, pas un duo connu, un gros duo. En tête. Principalement. Tu peux redire? Le bon côté des choses. Good way of life. The bright side. Ça a changé tout le titre. Là, il y a une histoire de bon dans le titre. Ouais, le film repose quand même autour d'un duo. Le bon, la brute et le truc. Non, il y a... Alors, comment je pourrais pas griller ces personnages? C'est comique? C'est plutôt une comédie, oui. C'est une comédie dramatique. Une comédie dramatique avec un duo pas mal. C'est un duo américain. Un mec, une fille. Un duo américain, un gars, une fille. Ouais. Il y a des duos américains, un gars, une fille. La fille, elle a explosé grâce à une saga. Le mec, grâce à une saga de films. Aussi. Tu sais que je vois même pas de duo en fait, de deux acteurs qui jouent souvent ensemble. Alors, non mais ils jouent pas souvent ensemble. Mais là c'est deux acteurs, les deux gros acteurs sont là. Ils jouent pas souvent ensemble. Non. D'accord, donc c'est pas vraiment un duo. Ok. C'est là donc, à l'écran c'est un duo. C'est super dur ton quiz. Beaucoup plus. Donc l'acteur il a fait une trilogie. En tout cas moi c'est à partir de cette trilogie que je l'ai connu. C'est une trilogie qui date du collège de comédie. Et l'actrice, elle a fait une
trilogie aussi, ou quadrilogie, parce que peut-être que le dernier est en 2 parties, je sais pas. Une quadrilogie fantastique. Le bon côté des choses. Narnia. Non, je sais pas pourquoi je pense à ça. Une trilogie. C'est un film fantastique. L'actrice, elle joue dans un truc qui reprend un peu les bases de Battle Royale, ce genre de choses. Je sais pas ce que c'est Battle Royale. Hunger Games. Donc l'actrice c'est Jennifer Lawrence qui a joué dans Happiness Therapy. Happiness Therapy, The Playbook, oui. The Playbook aussi. Oh putain, la connexion des neurones. Le bon côté des choses. Et ça s'appelle Le bon côté des choses. Et attends, c'est quoi la trilogie de Bradley Cooper? Very Bad Trip. Ah, Very Bad Trip, en effet. Voilà. Alors résumé raté, voilà, tout simplement je fais un résumé d'un film et puis vous trouvez le film. Okay. Je pense que ça pas trop dur. Alors, c'est un mec qui veut s'épanouir, c'est un gars et une fille qui agissent plus intimement qu'ils ne se connaissent, c'est un mec triste qui aide son fils à moins l'être, c'est une secrétaire qui s'en tige d'un ministre, c'est un mec nu qui chante, c'est une femme qui s'occupe trop de son frère pour s'occuper d'elle-même. Love Actually. Oui. Ah oui, bah oui, Love Actually. Bien sûr, oui. Love Actually. Ah yes. Évidemment, puisque Bill Nighy chante nu. Voilà. Avec sa guitare qui le cache. Et c'est des pancartes qui défilent. Prochaine question. Alors, je sais plus le titre de ces questions, mais il faut retrouver un film à partir de son casting. Casting 5 étoiles. Oui. Casting 5 étoiles, c'est ça. Michael Pena, Jack Huston, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, Jeremy Renner, Amy Adams, Malavita. Bradley Cooper, Christian Bale. Mon beau-père et moi, un truc comme ça. Attends. Bah, j'allais dire Happiness Therapy, mais non. Jennifer Lawrence. Ah, mais je sais qu'ils ont joué De Niro et elle dans un film très proche. Et c'est cet autre film. C'est vraiment cet autre film. Alors, c'est un film très américain, à tel point que c'est un peu dans le titre que c'est américain. Oui, American Sniper. Non, mais t'as le début. American Honey. Non. American Dollar Baby, non. Attends, American Bluff, non? American Bluff, oui. C'est ça. Donc ce qui fait 3 points pour Mathieu, 5 points pour Blanche et 6 points pour Nina pour l'instant. Ah, je suis nulle à ce point. Bah, je suis dernier. Alors, dans quel film, là il faut trouver dans quel film on entend cette réplique. Excellent. Ah putain. C'est bientôt fini. Hein. Et c'est fini. Waouh. Alors. C'est très dur. Là, gros casting aussi. Hein. Gros casting. Ouais. Là. C'est un film américain. Ouais, c'est américain. Il y en a un qui joue dans Interstellar. Il y en a l'autre qui. Enfin, l'autre. Un des autres qui joue dans. Dans par exemple le Loup de Wall Street. Espace de Departed, non? Qui s'appelle donc en français. Putain, je sais pas. Bah, c'est accepté, c'est donc les affranchis. Ah oui, les affranchis. Ah non. Non, c'est pas les affranchis. Non, c'est les infiltrés. Les infiltrés. Ouais. Rien à voir. Les infiltrés, c'est ça. Ah, c'était dur, hein. Ah, c'était dur, mais je sais pas, on connaissait pas mal Mark Wahlberg, je trouvais en français si on connaissait ça. Oui, Mark Wahlberg. Alors, donc. Maintenant, ça va être une musique de film encore avant le duel time. Et pas Sherlock Holmes. C'est parti. Moonlight Rising. Non. Moonlight Kingdom. Enfin, Moonlight. Ah, Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom. Je vais donner un demi-point à Nina quand même.
Et un point à Blanche. Ouais, je suis comme ça. Non, c'est vrai que la dernière fois, tu t'es fait voler tous tes points, donc c'est bon, je donne pas de points, Nina. Mais j'avais trouvé en première. C'était très dur. Bah, après, c'est Mathieu qui l'avait sur le bout de la langue, je pourrais lui donner aussi. Je savais que c'était Wes Anderson, mais je me rappelais plus. Alors, en fait, avant le duel time, effectivement, il y avait la question Sherlock Holmes à 3 points. 3 points, donc là, je donne un crime, bon, qui est en fait pas du tout un crime là. Il faut trouver qui l'a fait. Je me suis ramené au Festival de Cannes avec un tatouage provoquant. Tellement de gens. Tellement. Un tatouage, mais qui, en fait, un tatouage engagé, provoquant. Contre... Cette année ? Ouais, ce Festival de Cannes contre les violences faites aux femmes. J'ai pas du tout suivi le Festival de Cannes. Adèle Haenel, je sais pas, c'est son style. Elle est connue pour s'être déjà plainte. Déjà, c'est un indice que je dis elle. Asia Argento ? Mais non. Non. Parce que non. Déjà plainte contre un Français qui n'essuie pas sa seule plainte. Ah, Rose McGowan ? Non. Donc c'était celle qui avait porté une plainte contre... Enfin, celle. Margot Robbie ? Une de celles qui avait porté une plainte contre Luc Besson. Ah ouais, mais... Les enfants... si vous avez pas le nom... Attends, mais elle a joué dans un film de Luc Besson, alors ? Elle a joué dans Valérian. Mais c'est pas... Mais je sais même pas qui a joué dans Valérian, tu vois le niveau, donc... C'est l'actrice principale ? Non, c'est pas Cara Delevingne. Ce que je veux dire... Je me rappelle même plus des Zendaya. acteurs. Non, il n'y a pas Zendaya dans Valérian. Non, c'est pas ça. Jennifer Lawrence ? Non, des actrices comme ça. Elle est américaine. Ça va être un point pour moi, du coup, c'est ça ? Elle est américaine. Elle est... je crois qu'elle est belgo-néerlandaise, un truc comme ça. Ça aide beaucoup, ça. Brie Larson ? Non, pas du tout. Il y en a peu, hein, pourtant. Si tu connaissais toutes les actrices belges... Je suis pas sûr que ce soit belgo, mais... Si, je crois que c'est ça. Waouh, c'est très très dur. Je n'ai pas aucune idée. C'était Sand Van Roy. Qui est cette actrice ? C'est notamment celle qui a lancé un peu le mouvement contre Luc Besson. Elle s'est plainte de viol contre Luc Besson. C'est plein de viol. Et donc on passe au duel time. Donc c'est celui qui a le plus de points, celle qui a le plus de points, pardon, qui va commencer. Ah, vous avez autant de points, Blanche et Nina. Mathieu, il est qu'à un point. Hein. Attends, ah non, c'est moi qui ai fait un tri random à côté. Dommage. Donc Blanche et Nina, vous allez faire déjà un Shifumi pour savoir qui choisit son thème. Voilà, très bien, c'est moi. Donc c'est Blanche qui va choisir son thème. 3 thèmes, donc là en fait je donne un thème et puis elle aura une proposition, il faudra choisir la bonne proposition. Et là c'est, tu gagnes 5 points si... tu gagnes 5 points si tu as la bonne réponse, tu perds 5 points si tu as la mauvaise réponse. Ok. Les 3 thèmes c'est salaire, le bras long et trompé de casting. C'est très très vague. Le ballon, oui. Trompé de casting. Je vais aller avec salaire. Avec salaire. Eh ben, pour quel film DiCaprio a-t-il été le mieux payé ? 5 propositions. Inception, La Plage, Gatsby le Magnifique, Le Loup de Wall Street ou Les Infiltrés. Comme ça, vraiment, j'en ai aucune idée. Très sincèrement, enfin comme d'habitude, chaque semaine, j'en ai aucune idée. Je vais dire Le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street. Parce que c'est assez récent et que voilà. J'aurais dit pareil. Ouais. Nina. Donc il reste Le Bras Long et Trompé de casting. Je vais partir pour... Oh, je ne sais pas. Le Bras Long, tiens. Le Bras Long. Parmi ces acteurs, lequel a déjà joué avec tous les autres ? Brad Pitt, Cameron Diaz, Colin Firth, Tom Cruise, Penelope Cruz. Ta question n'est pas tout à fait claire. Parce que sinon, ils vont tous jouer ensemble. Non, il y en a un qui a joué avec tous les autres, pas en même temps, mais qui a déjà joué avec chacun. Avec chacun, mais pas en même temps. Non, pas en même temps. Non, pourquoi sinon, ils auraient... Alors, je peux changer. Alors, vas-y. Redis. Brad Pitt, Cameron Diaz, Colin Firth, Tom Cruise, Penelope Cruz. C'est dur. Il me faut encore une fois là. Brad Pitt, Cameron Diaz, Colin Firth, Tom Cruise, Penelope Cruz. Je vais partir sur Brad Pitt. Sur Brad Pitt, c'est noté. Ça pourrait être n'importe lequel. Hein. Ouais. Bah justement non. Mathieu, il te reste trompé de casting. J'ai l'embarras du choix. Parmi ces affirmations, laquelle est fausse ? Eric Stoltz a failli être Marty McFly à la place de Michael J. Fox. Nathalie Portman aurait dû être Juliette dans Roméo plus Juliette à la place de Claire Danes. Emma Watson aurait dû jouer dans La La Land à la place d'Emma Stone.
où Mark Ruffalo aurait dû jouer dans Gravity à la place de George Clooney. Vous savez, vous? Ouais. J'hésite vraiment entre deux propositions. Pas du tout. Tu peux les redire juste une fois? Ça me fait plaisir. Eric Stoltz a failli être Marty McFly à la place de Michael J. Fox. Nathalie Portman aurait dû jouer Juliette dans Roméo et Juliette, plus Juliette, à la place de Claire Danes. Emma Watson aurait dû jouer dans La La Land à la place d'Emma Stone, ou Mark Ruffalo aurait dû jouer dans Gravity à la place de George Clooney. Donc faut trouver celle qui est fausse. J'aurais dit la deuxième, c'est laquelle? C'est Nathalie Portman dans Roméo et Juliette à la place de Claire Danes. Je vais partir pour ça. Oupsie. Tu dis quoi, toi, Blanche? C'est Emma Watson qui jouait La Belle et la Bête et qui aurait dû jouer dans La La Land avec... On cherchait laquelle était fausse. Ouais, c'est ça. Bah du coup... Ah, laquelle? Oh, mais quel débile! Mais c'est pas possible. Heureusement que t'as pas eu cette question, du coup. Ah, mais carrément. Parce moi, que sinon, j'aurais aussi dit... J'avais compris la question comme toi, Blanche. C'est vrai? Ça me rassure. Ok, on est nul. La honte. Alors, on va commencer, du coup... on va commencer par Mathieu, tiens. On va commencer par Mathieu. Donc, Eric Stoltz, c'est vrai, aurait dû être Marty McFly à la place de Michael J. Fox, mais en fait, il n'était pas assez convaincant, tout simplement. D'accord. Il n'a pas été choisi. Emma Watson aurait dû jouer dans La La Land, mais elle a choisi La Belle et la Bête. Ensuite, il y a qui? Nathalie Portman aurait dû être dans Roméo et Juliette à la place de Claire Danes, mais je ne sais plus ce qui s'est passé. Et donc, c'est, si j'en ai pas oublié, c'est ça, c'est Mark Ruffalo, qui n'aurait jamais dû jouer dans Gravity à la place de George Clooney. C'est Robert Downey Jr. qui aurait dû jouer dans Gravity à la place de George Clooney. Il avait un problème avec les espaces confinés ou quelque chose comme ça. Donc Mathieu, tu perds 5 points qui te ramènent à -1. C'est pas grave Mathieu, on est tous passés par là. Blanche. L'important c'est de participer. Blanche, c'était pour quel film DiCaprio? Ah non, mais non, c'est d'abord Nina du coup. D'abord Nina, parmi ces acteurs, lequel a déjà joué avec tous les autres. Alors, donc, bon, Brad Pitt a déjà joué avec Penelope Cruz et Cameron Diaz dans Cartel. Elle a perdu, bien sûr. Colin Firth a déjà joué dans Gambit avec Cameron Diaz et Tom Cruise a déjà joué dans Night and Day avec Cameron Diaz aussi. Donc c'est Cameron Diaz qui avait joué avec tous les autres. Les autres, il y a toujours au moins une personne. Brad Pitt n'a jamais joué avec Colin Firth. Elle a joué avec Penelope Cruz dans quoi? Cameron Diaz. Bah dans Cartel du coup. Cameron Diaz, Brad Pitt et Penelope Cruz ensemble. Qui se souvient? Personne. Eh bien moi depuis que j'ai lu. Et enfin Blanche. Normalement t'as juste. Hein. Ah c'est peut-être Gatsby hein. Alors, pour quel film DiCaprio a-t-il été le mieux payé? Alors, j'avais noté là. La plage, 20 millions. Gatsby, 20 millions. Wow. Les Infiltrés, 20 millions. Le Loup Wall Street, 10 millions. Et Inception, 59 millions. Inception. Donc, c'était Inception. Wow. Attends, il peut tout juste rire avec un salaire comme ça quand même. Hein. Ouais. C'est mal payé acteur. Hein. Wow. Non mais voilà, il est pote avec Prof de maths, Scorsese, c'est plus rentable je pense. C'est ouf, incroyable. Bah du coup c'est égalité parfaite. 59. Nina et Blanche 1-1 et Mathieu -1. C'est la fin de ce quiz. Il était très dur ton quiz. Il était pas si dur que ça. En vrai c'était quand même des gros castings. Attends, moi j'ai trouvé assez simple. T'as trouvé beaucoup de fois on n'a pas eu la réponse, on a attendu très longtemps avant de l'avoir. C'est vrai. Notamment le titre. Mais c'était quand même des gros films. Ouais, bon, le titre Québec. Il n'y avait pas beaucoup de films français. Il y avait très peu de films français, c'est pour ça que j'ai mis. Moi je suis vraiment d'accord. Il y a plein de films français avec des gros castings. Mais j'ai pas été inspiré pour les questions, j'avoue. Si tu veux me rajouter quelques points, je suis vraiment d'accord avec Vincent d'ailleurs. Vraiment pas de soucis, je trouve assez simple dans l'ensemble. Bon, Mathieu gagne 3 points et passe de. Et donc c'est l'heure du générique de fin déjà de cette émission. Déjà. Oh là là. Mais bravo Vincent. Belle émission. Donc merci à toute l'équipe en technique et notamment à nos reporters de Cannes. Si l'émission vous a plu et que vous voulez découvrir la suivante, n'hésitez pas à nous retrouver sur plein de réseaux sociaux. La semaine prochaine, 2 films seront de la partie, Sibylle de Justine Triet et Le jeune Ahmed des frères Dardenne. On aura aussi le droit donc à un récapitulatif de Cannes. Et Simon sera de retour pour... Simon, pas Simon, mon Dieu, je lis ce que je vois, mais Simon, bien sûr, sera de retour pour présenter l'émission. Et comme c'est dans quelques jours son anniversaire, on s'écoute une chanson qui fait la BO d'une scène dans une salle de conférence d'un film qu'il aime particulièrement. On écoute Icky Them des White Stripes, et bonne semaine à vous. De Cinéma Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus, mais c'est encore un peu maintenant.
God, you're an immigrant too. Who's using who? What should we do? Well, you can't be a pimp and a prostitute too.